On vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition de l'Incubateur de littérature numérique, un programme de webinaire qui a été monté pour témoigner d'expériences diverses d'expérimentation en littérature numérique, plus largement en art littéraire, en art multimédia, en art numérique, mais toujours en relation avec les nouvelles narrativités que permettent les technologies. Alors, on remercie le ministère de la Culture et des Communications qui a appuyé ce programme dans le cadre du programme de déploiement numérique dans la francophonie canadienne. Et c'est grâce à leur soutien qu'on peut offrir ce programme et qui comprend quand même une bonne dizaine de rencontres de mercredi. Et je voudrais souligner aussi qu'on a lancé un appel de projet pour les deux derniers mercredis, soit le 3 et le 10 décembre, sont réservés pour ce qu'on appelle les micros ouverts. Donc, on invite les gens qui assistent au webinaire, qui ont une pratique en art numérique, en littérature numérique, en art littéraire, de présenter un peu brièvement leur travail, parce que un des objectifs de l'incubateur, c'est un peu d'alimenter, de créer, de regrouper une communauté de créateurs qui sont intéressés euh, au champ de la littérature numérique. Alors, un des objectifs, en fait, c'est, on a toujours souhaité qu'ils s'entament des collaborations, euh, peut-être entre des gens d'une ville à l'autre, ou en tout cas favoriser la connaissance d'autres créateurs qui peuvent, dans un contexte où il pourrait y avoir de nouvelles interactions, de nouvelles créations. Alors, l'appel de projet est disponible à travers le site web de Topo et il y a un bouton aussi sur le site web de l'Ilinou, donc topo.org barre oblique Ilinou. Alors, sans plus tarder, je voudrais signaler que cette rencontre est enregistrée à des fins d'archivage et de diffusion limitée dans le temps. Et on accueille aujourd'hui, en fait, trois personnes directement qui ont amorcé des travaux importants et des réflexions importantes autour de l'intelligence artificielle, un sujet évidemment très, très populaire. Je pense il se passe pas une journée sans qu'on voit une nouvelle autour de l'intelligence artificielle. Alors, on entend toutes les opinions, les pour, les contre, les peut-être, les moyennes, les alertes au vol, etc. Je pense qu'on va couvrir, au terme de ces 2 heures, je pense qu'on aurait couvert un grand ensemble des questions qui surgissent. Et en même temps, on est quand même globalement fasciné par le potentiel de l'intelligence artificielle. C'est quand même quelque chose, là. Puis le développement est absolument fulgurant. Alors voyons voir comment les artistes l'utilisent à bon escient. Et alors, sans plus tarder, on va avoir trois personnes aujourd'hui. Caroline Georges, Paul Bossé, qui nous accompagne depuis le début de l'Ilinou, et Yann Saint-Onge, qui est actif au sein dans différentes instances de création littéraire et aussi à Sporobol, qui est un autre centre d'artistes qui mène un gros chantier sur l'intelligence artificielle. Alors, sans plus tarder, bienvenue Caroline Georges et la parole est à vous. Bonjour, bonjour à tous et d'abord merci pour l'invitation. Je suis vraiment, vraiment contente de venir vous parler de l'intelligence artificielle parce que c'est un sujet qui me fascine depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Je me souviens très, très, très précisément du moment où ça a commencé. J'étais au cinéma, je voyais pour la première fois La Guerre des étoiles et C3PO a affirmé qu'il maîtrisait 6 millions de formes de communication. Et ça a créé une implosion neuronale. C'est un des premiers grands moments de science-fiction pour moi. Non seulement parce que ça ouvrait évidemment toutes sortes de perspectives sur le nombre de civilisations qu'il peut y avoir dans l'univers, mais surtout parce que ça me donnait une mesure du potentiel ou de la puissance
possible de l'intelligence artificielle. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai lu des tonnes et des tonnes de romans de science-fiction. J'ai vu à peu près tout ce qui s'est fait au cinéma et à la télévision autour non seulement de l'intelligence artificielle, mais de toutes les évolutions technologiques à venir. Et donc, c'est sans surprise que l'IA s'est imposée dans mon travail de création. Alors là, je vais activer le partage. Et donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bref, très, très bref survol de la manière dont l'IA s'est imposée dans mon travail de création, comme thématique d'abord. Et ensuite de ça, je vais vous parler de la manière dont j'utilise l'IA générative dans mon travail actuel. Donc, j'ai fait paraître plusieurs livres et dans la plupart, ben, l'IA a une place, soit centrale, soit périphérique. Et donc, tout ça a commencé avec La Mue de l'hermaphrodite, qui a été publié en 2001 chez Lemiac. Et pour vous contextualiser un peu ce que c'est cette histoire-là, c'est une histoire de science-fiction. Le personnage central, Hermione, c'est une sorte de Frankenstein du 21e siècle. Elle a commis un crime, elle a été jugée, et là, au moment où le roman s'amorce, elle a accepté d'être le cobaye d'une expérience judiciaire qui se déroule en ligne et qui est pilotée par une IA. Et donc, et moi, ce qui m'a intéressé dans cette étude-là, ou en fait dans cet imaginaire-là de l'IA, c'est que le dispositif dans ce roman-là, c'est le contraire de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, on est aux commandes de l'IA, c'est nous qui formulons des prompts ou des commandes textuelles et l'IA s'exécute. Donc, va générer évidemment texte, vidéo, image ou quoi que ce soit d'autre. Mais dans le contexte de mon roman, en fait, c'est l'inverse. C'est vraiment l'IA qui est prescriptive. C'est l'IA qui détermine ce que le personnage humain devra faire. Donc, Hermione doit performer en fonction des exigences de l'IA. Donc, on est dans un système pervers, perverti, où vraiment l'IA est aux commandes. Dans mon deuxième roman, Ataraxie, qui a été publié en 2004 à l'Effet pourpre, là, je me suis intéressée parce qu'il faut que je précise, dans mon premier roman, l'intelligence artificielle est un algorithme, on l'aperçoit par sa voix, évidemment, mais elle n'est pas décrite comme une entité présente physique ou quoi que ce soit. C'est vraiment sa voix, ce qu'elle ordonne qui forme sa présence d'une certaine manière. Et donc, dans Ataraxie, par contre, je me suis intéressée à l'IA métabolisée. Et pour ceux et celles qui ont déjà lu le roman, vous savez on ne sait que l'IA est dans le roman qu'à la toute fin du roman, parce qu'elle est très, très bien dissimulée. Et donc, Ataraxie, qu'est-ce que c'est? C'est une narratrice qui est profondément obsédée par son apparence et qui va se retrouver coincée dans un salon de coiffure miteux avec deux autres personnages, et elle va subir une séance de torture sadomasochiste capillaire. Et donc c'est un roman que j'ai écrit dans un grand fou rire, qui parle de toutes sortes de choses liées à ce que ça veut dire être femme et au dictat de la beauté et de la mode, mais c'est aussi une réflexion sur ce que ça veut dire être un être humain, puisque l'être humain le plus humain du trio dans ce roman-là, l'être humain le plus normal, le plus grossier, vulgaire, ordinaire, ben, en fin de compte, c'est une IA qui est métabolisée dans un corps qui semble être parfaitement humain et qu'on ne peut pas distinguer. Donc, je me suis intéressée au leurre à travers le corps métabolisé de l'IA avec Ataraxie. Ensuite de ça, je passe à Sous-béton, qui a été publié en 2011 chez Alto. Là, je me suis intéressée à l'IA d'une façon sous-jacente, c'est-à-dire le contexte du roman, on est dans un futur très éloigné. Il reste seulement un édifice sur Terre dans un matériel qui est conçu dans une matière particulière qui est du béton total. Et le dernier groupe d'êtres humains sur Terre y est enfermé. Et cet édifice-là, c'est un édifice sans aucune ouverture sur l'extérieur, sans fenêtre, sans quoi que ce soit. Et donc, on va découvrir de quelle manière le personnage narrateur de ce roman-là traverse
en fait sa vie dans cet édifice-là. Mais l'IA coordonne la mécanique de cet édifice-là et plus important encore, c'est elle qui façonne les images euh, euh, qui vont en quelque sorte créer le monde tel qu'il est perçu par les humains. Donc, c'est vraiment un monde inventé par l'IA et l'IA manipule la perception des êtres humains dans ce roman-là. On en arrive à De synthèse qui a été publié chez Alto en 2017. Et là, je me suis intéressée à l'IA protéiforme. Ça, De synthèse, c'est mon roman le plus réaliste, si on veut. C'est celui qui se passe dans un futur le plus près. Quand je l'ai écrit en 2015-2016, j'avais l'impression que l'horizon, là, ça allait se produire, tout ce qui se passe dans ce roman-là pouvait se produire à partir de maintenant jusqu'en 2030 à peu près. Là. Et on y est. Il y a plusieurs des inventions là-dedans qui existent déjà. Il y en a d'autres qui sont sur le point d'apparaître. Donc, l'IA prend toutes sortes de formes, par les véhicules autonomes, par les robots aides-soignants dans les hôpitaux. La narratrice a un robot qui s'occupe de son environnement dans son appartement. Et plus important encore, elle passe tout son temps dans le monde numérique. C'est quelqu'un qui est obsédé par la projection d'elle-même à travers un avatar 3D. Et elle crée toutes sortes d'images d'elle-même à travers cet avatar-là. Et la réalité virtuelle, c'est très, très important pour elle à un point tel que quand elle se trouve dans le réel, elle active une application qui lui permet de faire apparaître autour d'elle des personnages de fiction qu'elle aime et qui vont interagir avec elle grâce à l'IA sous forme d'hologramme. Donc, elle se crée une espèce de cocon d'hologramme autour d'elle et ça lui permet d'avoir à se promener. Ça lui permet de pouvoir se promener dans le réel sans trop craindre le réel. Et j'en arrive à Pospo. Pospo, ça, c'était d'abord une nouvelle qui a été publiée dans le collectif D'autres mondes chez Québec Amérique en 2020. Et quand on m'a approché pour participer à ce collectif-là, le défi, c'était d'écrire une nouvelle horrifiante. Et là, je suis allée all in, comme on dit. Je me suis intéressée à ce qui m'inquiète en ce moment et ce qui me fait, et en même temps ce qui m'anime et ce qui me fait travailler et ce qui m'inspire au niveau littéraire et artistique. Vous allez le voir un peu plus tard. Je m'intéresse à l'intégration de l'IA au vivant, c'est-à-dire la fusion du biologique et de l'intelligence artificielle et les formes que ça peut prendre. Dans le contexte de POSPO, je crée une espèce j'ai écrit ce texte-là avant la pandémie. Je ne savais pas qu'on allait être masqué pendant la pandémie, mais bon, dans le cadre de POSPO, c'est vraiment un masque intégral que les gens portent pour pouvoir transformer, avec une interface numérique et l'IA, leur perception du réel. Ça devient aussi un écran sur lequel ils projettent l'image d'eux-mêmes qu'ils veulent faire voir. Et c'est un portail vers le monde numérique en même temps. Mais c'est tout autre chose aussi parce que ça permet de ressentir toutes sortes de sensations synthétiques à travers des timbres qui sont imposés sur ce masque-là, cette peau-là, PO, et qui va permettre de vivre toutes sortes d'expériences sensorielles. Et l'IA, dans ce contexte-là, d'une part, pour pouvoir activer cette peau-là, il y a l'ingestion de nanorobots pilotés par l'IA. Et dans ce roman-là, ben, cette ingestion-là et cette fusion-là avec l'IA sera tout à fait catastrophique, horrifique et fatale. Donc, d'ordinaire, je suis plus joviale et idéaliste par rapport à l'IA, mais là, je suis vraiment allée dans l'horreur absolue. Et là, je vous ai un peu parlé de la manière dont j'ai exploré la thématique de l'IA avec mes romans qui sont essentiellement des romans de science-fiction. Mais j'ai en parallèle une pratique interdisciplinaire depuis une trentaine d'années et j'ai exploré la figure de l'IA à travers de multiples œuvres, notamment cette installation vidéo-là. Et je vous explique le contexte. En 2008, je devais écrire un texte pour le performer au Festival Voix d'Amérique, parce que j'avais une pratique de performance orale, poétique. Et en cours d'écriture, je me rends compte que la voix que j'entends, c'est la voix d'une IA. Et je tente de me mettre le texte en bouche, mais ça ne fonctionne pas. Et je me rends compte que je ne peux pas non plus publier ce texte-là, puisque évidemment, nous allons le lire avec notre voix mentale, qui est une voix humaine en principe. Et donc je me suis retrouvée avec un beau défi de création.
Et à ce moment-là, il n'existait pas grand-chose. Il n'y avait pas de voix générative, évidemment, mais il y avait des synthèses vocales. Je me suis mis à expérimenter avec ça, à passer mon texte dans une synthèse vocale. Et là, je me suis retrouvée avec le type de texture dont j'avais besoin. Et en travaillant en studio, la voix pour créer un autre rythme et créer la bande son qui accompagne ce texte-là, je me suis dit, bah, ça serait intéressant peut-être de générer aussi le corps de cette IA-là. Et comme je commençais à ce moment-là à explorer la modélisation 3D, ben, ça a été mon premier chantier intéressant et important. Donc, je vais vous montrer un extrait de ce que c'est le programme d'entraînement à l'usage d'une conscience hygiénique. C'est une œuvre qui est composée de 4 capsules. Et là, je vais vous montrer un très bref extrait de la première capsule. 1. L'ouverture. Exercice suggéré au réveil avant la mise en mouvement volontaire de l'organisme. D'une seule intention de la conscience, dire oui. Lettre déployée en réceptacle aseptisé. Pendant l'étirement du corps, dilatez l'instant afin de bien canaliser l'essence vibratoire de l'absolu. Et choisir le point d'exclamation pour jaillir dès lors avec précision. Alors voilà, ça c'était la partie où je voulais vous présenter la manière dont j'ai imaginé l'IA, que ce soit de façon artistique comme vous venez de voir ou à travers mes romans. Et là, je vais vous parler de la manière dont j'ai intégré des outils génératifs dans ma pratique actuelle. Et pour ça, je vais quand même vous situer autour de 2018, j'ai commencé à écrire mon prochain roman qui est encore en chantier. Ça me prend beaucoup de temps à écrire des romans, même si aujourd'hui, l'IA génère des romans en 10 minutes. Moi, je continue d'écrire des romans de manière plus traditionnelle et c'est très, très long pour moi. Et donc, dans mon prochain roman, je m'intéresse à l'IA générative du futur. Donc, je continue d'imaginer ce que pourra devenir l'IA. Mais pour nourrir ma réflexion, je me suis intéressée à plein de choses, les théories, les thèses de doctorat. Je me suis rapprochée de groupes qui s'intéressaient déjà à l'IA générative et j'ai commencé à explorer toutes sortes d'outils. Et donc, je me suis retrouvée en 2022 parmi les premiers bêta-testeurs de Midjourney et de Stable Diffusion. Et j'ai commencé à réaliser des séries d'images comme celle-ci. Celle-ci, ce sont des images tirées d'une série intitulée Portraits virtuels. Et tout de suite, quand j'ai commencé à explorer le texte à images, ce qui m'intéressait, c'était de poursuivre ce que j'avais déjà commencé 20 ans plus tôt avec mon avatar Anouk A dans Second Life, un des personnages de mon roman de synthèse. Et j'avais généré avec cet avatar-là plus de 1000 selfies de ce personnage virtuel-là. Et donc, j'ai un amour du portrait de personnage virtuel depuis très, très, très longtemps. Et c'est la chose tout de suite, j'ai eu envie de créer des personnages virtuels avec l'IA. Et en même temps, ben, ce que j'avais envie d'explorer au départ, c'était ce qui m'intéresse avec l'IA, c'est-à-dire la fusion de silhouettes humaines et de toutes sortes de textures. Par exemple, dans la figure centrale, Natural Creature, on a à la fois une armure, à la fois une silhouette féminine et à la fois des textures végétales. Et ça, la fusion végétale et texture humaine ou silhouette humaine, ça a été le point de départ de beaucoup, beaucoup d'œuvres qui vont suivre et dont je vais vous en présenter certaines. Et donc, dès le départ, moi, j'ai comme poursuivi ma recherche de science-fiction et fantastique avec l'IA. J'avais envie d'explorer mon imaginaire et de voir comment l'IA pouvait répondre à ça. Et je trouvais ça extrêmement stimulant parce que j'écrivais de très, très longs paragraphes très, très détaillés, à la fois, qui comprenaient à la fois des indications photographiques, puisque j'ai une pratique photographique depuis plus de 30 ans, et à la fois des phrases très poétiques ou littéraires. Donc, j'avais l'impression de faire se rencontrer toutes mes pratiques à travers une application aussi simple que celle du texte à image.
Et en même temps, à cette époque-là, je commençais à mettre en place Poiesis, qui est un projet web que vous pouvez découvrir à travers mon site web. Et Poiesis, qu'est-ce que c'est? C'est une plongée dans mon atelier numérique. C'est une œuvre en 18 volets. Je m'intéresse à comment, à travers ces 18 volets-là, je parle de mon rapport au numérique, des multiples outils que j'utilise dans ma pratique interdisciplinaire. On entre en contact avec des œuvres qui sont en chantier à ce moment-là, en 2022-2023. Il y a des œuvres qui ont été créées spécifiquement pour ce projet-là. Ça comprend du texte, à la fois du journal de création, de la poésie, de la fiction. Il y a des images, il y a des installations vidéo, des boucles vidéo, de la modélisation 3D, des sculptures qui sont accessibles en réalité virtuelle. Pardon. Et il y a aussi des images générées avec l'IA. Donc, voici Ossuarium. Ossuarium, c'est un des volets où je m'intéresse à une phase de deuil que j'ai traversée et avec pendant laquelle j'ai exploré l'IA générative. Ça, c'était au tout début de Midjourney. Et donc, c'est un texte qui parle à la fois de mon expérimentation avec l'IA, du deuil, et qui présente une série qui, aujourd'hui encore, je trouve très belle parce qu'on arrive avec un degré de ressemblance avec la photographie à l'heure actuelle qui est très intéressante, mais il y avait une certaine poésie avec Midjourney au tout départ qui me plaît encore beaucoup. Et à cette époque-là, en 2022, j'ai aussi exploré toutes sortes de thématiques liées à la science-fiction et notamment des fleurs extraterrestres comme celle-ci. Et au moment où je créais cette série-là d'images, je savais que j'allais y revenir par la littérature. Et donc, quelques mois plus tard, j'ai été invitée à participer à un numéro de la revue Le Sabar. Et ce numéro-là portait sur la thématique poste. Et immédiatement, je me suis dit que c'était le moment d'explorer ma fleur extraterrestre. Et j'ai eu l'idée de me glisser dans la peau d'un algorithme qui prend conscience de lui-même et qui décide de se manifester dans le vrai monde, dans notre monde, sous une forme florale, une forme de poste-fleur, puisque la matière de cette fleur-là, c'est une matière inventée par l'IA. Et donc, je suis partie de mon image qui avait été générée avec l'IA et j'ai commencé à écrire mon texte. Et comme je me mettais dans la peau d'une IA, bien évidemment, j'ai dialogué avec l'IA pour déterminer la séquence d'actions pour réussir à faire en sorte qu'un algorithme se manifeste dans le monde réel. Donc, j'ai eu de multiples dialogues, ça a été très chouette et très enrichissant. Et quand j'ai eu fini d'écrire mon livre, je suis revenue à l'IA parce que j'avais envie de lui demander, bon, si tu faisais un truc comme ça, si tu te manifestais sous forme de poste-fleur, comment aimerais-tu une poste-fleur consciente d'elle-même? Comment voudrais-tu te nommer? Et elle est arrivée avec ce nom-là, Conscia, et j'ai trouvé que c'était tout à fait approprié. Donc, le titre a été proposé par une IA. Et en cours de chemin, je vous parle de cette œuvre-là pour une raison très particulière, c'est que euh, ce processus de création-là ressemble en fait, à ce que j'aime explorer avec l'IA en ce moment, puisque là, il y a eu une image, texte à image, il y a un texte qui est inspiré par cette image-là, et pendant l'écriture du texte, j'ai eu envie en fait, de m'intéresser à une des thématiques de cette nouvelle-là, c'est-à-dire la tridimensionnalisation de cet algorithme-là. Et comme j'ai une pratique en modélisation 3D, je me suis demandé comment je pouvais partir de cette image-là pour la tridimensionnaliser. Et donc, j'ai importé l'image dans Blender, un logiciel de modélisation 3D. Donc, j'ai tridimensionnalisé l'image et c'est devenu une sorte de nouveau paysage à explorer, un paysage à explorer en macro. Et j'ai créé une nouvelle suite d'images à partir de ça qui accompagne la nouvelle dans la revue. Et pour moi, c'était vraiment un processus de création formidable parce qu'en découvrant ces images-là, j'avais l'impression de m'être approchée des vibrations même de ce nouveau corps de poste-fleur. Et donc, c'est une nouvelle façon d'explorer ce que j'avais généré comme image. Et donc, c'était pour moi un travail qui dépassait le simple fait de rentrer un prompt dans une application et de laisser l'IA déterminer tout le travail. C'est pas du tout comme ça que moi je travaille, c'est vraiment un processus de création complexe, aussi complexe que ça l'était avant que j'utilise l'IA, et même un peu plus complexe parce que j'ai de plus en plus d'outils pour approfondir ma démarche. Et petite note,
à la fin de ce processus-là, au moment où on allait publier la revue, on nous a demandé si on voulait lire un extrait de notre texte. Et bien évidemment, j'ai choisi de faire lire ce texte-là par une IA générative et j'ai créé une animation vidéo à partir des rendus de modélisation 3D que vous voyez là pour créer une sorte de présence animée. Et si vous avez envie de découvrir ça, c'est accessible via mon site web. Et dans la foulée de ce projet-là, j'ai également participé à cet autre grand projet de Gallimard, 100 000 ans de beauté. C'est un projet qui réunit plus de 300 auteurs qui viennent de 35 nationalités et ça s'intéresse à la manière dont on perçoit la beauté depuis 100 000 ans à travers toutes sortes d'œuvres d'art et d'études de terrain. Et donc, et moi, on m'a invité bien évidemment à participer au volet futur. Et j'ai écrit une nouvelle de science-fiction où je mets en scène une narratrice d'un certain âge qui est enfermée dans un cocon pour le restant de ses jours. Et dans ce cocon-là, elle se projette dans une réalité virtuelle à temps plein. Donc, elle est constamment dans une réalité virtuelle qui est évidemment générée par l'IA. Et dans cette réalité virtuelle-là, elle transforme constamment son apparence et donc elle prend toutes sortes de formes comme celle que vous pouvez voir là. Et encore une fois, cette nouvelle-là a été inspirée par l'œuvre que vous voyez, Autoportrait en fleurs de chair. Je vous disais plutôt que j'ai beaucoup exploré les fusions de la physionomie humaine et de la végétation, des textures florales, et ça, c'en est un exemple. Et donc, ça s'est poursuivi, cette exploration-là de la silhouette et des textures florales ou végétales avec Autoportrait de souche, qui a été exposé dans le cadre de l'exposition Splendeur de la germination au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation en 2024. Et quand on m'a invité à participer à l'exposition, tout de suite, j'ai eu envie d'explorer la germination d'un point de vue très personnel. Et ça faisait longtemps que j'étais fascinée par l'expression qu'on a ici de dire on est québécois de souche. Et chaque fois que j'entends ça, de souche, je vois la souche d'arbre. Et pour moi, il y a une force poétique dans cette image-là et j'avais envie de l'explorer. Donc, je suis partie d'un jeu de mots littéraire, si on veut pour explorer ce que je pouvais créer avec ça, avec l'IA. Et donc, l'image que vous voyez, c'est une animation qui est très, très subtile. Quand on se trouve devant l'installation vidéo, on a l'impression d'être devant une fenêtre et on observe le mouvement du vent dans le vêtement du personnage et dans les branches. Et donc, c'est comme si on se trouvait devant une fenêtre et qu'on observait un arbre. C'est très, très, très léger. Maintenant, je fais des animations un petit peu plus animées. Mais donc, à l'époque, c'était le projet. Et la façon de créer cette image-là, c'est que j'ai d'abord généré le buste, les branches, et ensuite de ça, j'ai procédé par Generative Fill ou un ajout génératif pour créer la robe, pour créer le bas du corps. Donc, ce n'est pas une image qui a été faite avec un seul prompt, c'est vraiment une composition, une forme d'amalgame de différentes parts d'images que j'ai assemblées ensemble pour créer un tout. On en arrive à mon premier court-métrage réalisé avec l'IA, Mirabilia. J'ai commencé ce projet-là en 2023 et c'est en lien avec mon roman En chantier. Et chaque fois que je suis en train d'écrire un roman, j'ai une pratique interdisciplinaire qui accompagne à la fois le processus d'écriture, qui est stimulé par ce processus-là. Et donc, par exemple, pour De Synthèse, j'ai beaucoup exploré Second Life et j'avais un avatar, Anouka, avec laquelle j'ai réalisé plus de 1000 selfies du personnage. C'est d'ailleurs un de ces selfies-là qui se trouve en page couverture du livre. Et donc j'ai une pratique en art visuel. Au moment où j'écris, souvent, je vais créer une image qui va m'inspirer une page à écrire. Et là, dans le cas de Mirabilia, une partie du roman se déroule dans le Grand Nord canadien, dans le futur, et j'avais des images en tête. Et quand le texte à images a commencé à être disons, plus étoffé comme système de génération d'images, j'ai commencé à explorer l'imaginaire de mon roman. Puis en même temps, ben, il y a une histoire qui est arrivée, qui n'est pas celle de mon roman, qui est une histoire qui pourrait se dérouler en parallèle. Et donc, c'est Mirabilia. Et pour créer ce court-métrage-là, ben, j'ai utilisé une technique
demi-traditionnelle, c'est-à-dire j'ai écrit un scénario moi-même et j'ai fait un découpage technique en fonction de ce que j'avais envie de faire, comme je faisais avant avec mes autres projets. Et ensuite de ça, ben, j'ai généré chacune l'image de chacune des séquences et ensuite j'ai animé chacune de ces images-là. Ça a été un très, très long travail qui a pris quelques mois. Et après ça, j'ai monté le tout avec une méthode traditionnelle de montage. Et la musique originale du film, ça n'a pas été créé avec l'IA, c'est par un musicien qui n'utilise pas du tout l'IA. Et donc voilà, je vais vous montrer un extrait, c'est une forme de trailer de Mirabilia. Vous allez avoir une idée de l'univers de ce projet-là. Mais si vous voulez le découvrir en entier, il est accessible via la plateforme Escape AI et vous trouverez le lien via mon site web. Donc voilà, j'en arrive à mes projets actuels. Cette année, je travaille à Physis, en plus de travailler à mon roman. Physis, ce sera la suite de Poiesis. Donc, ce sera un projet web encore et qui comportera 14 volets. Et dans ces 14 volets-là, si je me suis intéressée au numérique avec Poiesis, cette fois-ci, je vais m'intéresser à l'IA. À l'IA, de la façon dont ça transforme mon travail de littérature, mon travail de création littéraire, mon travail artistique, la diffusion et même ma vie. Et donc, ça sera en ligne à partir de 2026. Mais moi, en ce moment, je travaille, je fais toutes sortes de recherches et je partage mes recherches sur les réseaux sociaux. Je fais partie de plusieurs Creative Partner programmes et donc j'aime explorer des outils et montrer ce que je fais avec ces outils-là spontanément quand je fais mes explorations. Et donc, il y a certains des boucles vidéo qui feront partie de Physis, qui ont déjà été achetées par des collectionneurs via la plateforme Fellowship. Et je vais vous en montrer un triptyque. Ces projets-là, ce sont tous des projets qui sont liés à un volet où je vais m'intéresser à l'émergence de l'IA dans mon travail poétique. Donc, et enfin, je vais terminer avec, en ce moment, je participe à une exposition Espace Latent à la Galerie Electra. C'est une exposition collective jusqu'au 13 décembre et je présente 14 pièces qui sont extraites d'une série nanofiction qui fera également partie de mon projet Physis. Et aujourd'hui, j'ai créé un petit triptyque avec 3 des pièces qui sont présentées à Electra pour vous donner un aperçu de ce que c'est. Alors voilà, ça complète ce que je voulais vous présenter. Je suis de retour. Oui, ben salut Caroline. Je vais Bonjour. t'animer. Michel, je vais aller en premier. Vas-y. OK. Alors moi, c'est ça, très impressionnant tout ce travail-là. J'aime beaucoup l'amalgame des plantes et tout ça avec l'IA et tout ça. Ça, c'est quelque chose que je trouve qui manque souvent dans les films. Et si j'étais à faire un gros film de science-fiction avec un gros budget, je pense que je t'embaucherais pour, pour faire le design. Parce que souvent dans les gros films de Hollywood, je trouve ça assez plate. Le visuel qu'on nous donne de l'IA, c'est toujours la même chose, puis ça manque d'imagination. Mais Merci beaucoup.
T'as commencé la présentation, puis tout de suite en parlant de C3PO. Oui. Puis moi, c'est ça, je pense qu'on est de la même génération et tout ça. Moi, j'ai vu Star Wars en salle en Mhm. 1977. Oui, moi Moi aussi. aussi, j'étais vraiment, J'avais j'étais 7 vraiment ans. frappé par C3PO. D'ailleurs, après le film, mon père, il m'a amené au magasin, puis il a dit, ah, tu peux choisir n'importe quel bonhomme. Puis j'ai choisi C3PO. Mais oui, mais on Après ça, voulait j'ai tous regretté parce avoir. que j'ai pensé, ah, ben, c'est juste C3PO. Mais finalement, la question que je te pose, c'est que C3PO, c'est un bon exemple, mais aussi il y a notre vieil ami HAL 9000. Puis Oui. en science-fiction, souvent on donne des rôles plus humains à des IA. Tandis que des personnages, tu sais, comme Luke Skywalker, c'est un humain, mais il est vraiment plate. Je veux dire, il est juste, c'est comme un être binaire OK. tu sais, il fait rien. Dans les C3PO, il y a de la personnalité, puis vraiment, il y a un accent, puis il est plus comme amusant. Puis HAL 9000 est beaucoup plus humain que les astronautes, dont c'est Frank Poole, puis David Bowman. Alors, c'est juste, je sais pas si, je sais pas si dans puis aussi tes livres, c'est ça, je les ai pas lus, mais là, c'est sûr qu'il faut que j'aille lire ça Oui, pour, ben dans mes romans, l'IA est pas, comment dire, est pas sublimée, hein. Je pense à Ataraxie, c'est vraiment un personnage horrifiant. C'est un monstre humain, mais qu'on a l'impression que c'est une femme vraiment vulgaire, grossière et sans culture. Donc, elle n'est pas sublimée du tout. Quand je m'intéresse à l'IA dans mes romans, c'est surtout pour voir comment elle organise la dynamique entre les humains, comment l'humain euh, entre en relation avec elle. Et donc, mais dans mon prochain roman, par contre, là, j'explore les choses autrement. Et oui, là, je suis intéressée par comment on peut sublimer. euh, En fait, ce qu'on vient de faire avec l'IA, c'est-à-dire en prenant toutes les données de l'humanité pour créer une forme d'intelligence supérieure, on peut extrapoler et se dire qu'une IA métabolisée éventuellement pourrait être extraordinairement plus belle qu'un être humain et extraordinairement plus intelligente que l'être humain. Donc, c'est une piste de création qui m'intéresse, ça. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre parce que, comme vous avez pu voir, j'aime mêler toutes sortes de choses et je ne suis pas certaine que la figure humaine telle qu'elle, c'est la fin de l'exploration des possibles de la représentation de l'IA. Donc, on peut aller ailleurs. Et en ce moment, les 3 dernières pièces que je vous ai montrées, les espèces de métamorphoses où il y a plusieurs personnages qui surgissent d'un seul personnage, et cette idée-là de la multiplicité des figures en mutation, en morphing constant, c'est quelque chose qui m'alimente beaucoup en ce moment. Il y a quelque chose de la transformation, de l'ébullition de la présence de l'IA qui m'alimente énormément. Il y a aussi le fait que, ben, pour moi en tout cas, je sais pas si c'est pour toi, mais quand je vois le mot intelligence artificielle, on Oui, assume toujours que c'est l'intelligence humaine. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de penser aux autres formes d'intelligence parce que je suis oui, même pas convaincu que les humains sont la forme la plus intelligente sur la tout à Terre. fait. Tout à Et on fait. peut examiner l'intelligence des baleines, des fourmis, Oui. Des des plantes, plantes, des des arbres, champignons. oui. Oui, oui, tout à Ouais. fait. Oui, mais en même temps, je pense que le point de départ de l'IA part de nos données à nous. Et c'est exactement, puis c'est pour ça que j'ai écrit Concia aussi, puis j'ai mis en scène une IA qui veut se manifester sous forme de fleur et non pas sous forme d'humain. Pourquoi? Puis dans une forme de fleur avec une nouvelle matière qu'elle invente. Donc, il y a la possibilité, et en fait, dans cette nouvelle-là, justement, au moment où elle décide de se manifester sous forme de fleur, elle est en train d'étudier 100 millions de sortes, d'analyser 100 millions de sortes de fleurs dans son programme. Donc, oui, je pense que l'IA éventuellement va pouvoir étudier à peu près tout ce qui existe et même ce qu'on ne sait pas qui existe et qui est là, et que forcément, son devenir ne sera pas associé à ce qu'on pense être l'intelligence, soit humaine ou post-humaine, et qu'on va avoir de joyeuses surprises. Je l'espère, je l'espère. Oui. Joyeuse surprise, on l'espère bien, oui. Oui. Mais, mais un des enjeux, c'est en fait, c'est quand même, c'est pas donné à tout le monde non plus d'avoir à la fois des capacités d'écriture et des capacités de création médiatique en utilisant les outils contemporains là, de création à l'ordinateur, là. C'est quand même c'est des compétences qui ne se retrouvent pas tout le temps. Et C'est intéressant, ça. ouais, en art numérique, c'est une donnée perpétuelle. C'est comme on peut avoir une idée, mais là, ça prend une compétence technique particulière pour la réaliser. Donc, ça prend souvent une collaboration, c'est plus difficile à mettre en place des fois ce genre
de projet parce que ça prend des fois des équipes, alors que c'est rare qu'on trouve toutes les compétences réunies au sein d'une même personne qui est Mm. capable en plus d'identifier aussi, de donner une vision dramatique, narrative et inventive, donc qui contrôle, dans le fond, qui exerce un gros contrôle sur le résultat final. Parce que, Oui, mais il y a quand même 30 ans de pratique derrière ça, c'est-à-dire je suis photographe depuis 30 ans, je suis vidéaste depuis 30 ans, j'écris des romans depuis 30 ans, donc j'ai été danseuse avant ça et je pratique la modélisation 3D depuis plus de 20 ans, donc c'est certain que en ce moment, j'arrive ces dernières années avec l'IA et j'arrive avec tout mon coffre à outils et toute mon expérience. Donc, je vois des jeunes en ce moment qui arrivent et qui n'ont aucune culture, qui n'ont aucune expérience professionnelle avec des outils et qui ne savent pas quoi faire de l'IA non plus. C'est pas parce qu'on a un outil hyper puissant qu'on sait comment l'utiliser. Il y a des bases de culture et de formation à l'image, savoir comment créer une composition picturale ou comment écrire une phrase ou comment structurer un récit. Tout ça, il faut qu'on continue de l'apprendre si on veut être créatif, si on ne veut pas laisser l'IA faire ce qu'elle veut et nous extraire nous-mêmes du processus. Donc, c'est sûr que quand je repense à tout ce que j'ai vécu depuis plus de 30 ans, ben, c'est un très, très long et un continuel apprentissage et une curiosité qui a fait que je me suis intéressée à toutes sortes d'outils et que j'ai exploré à tous les jours, tous les jours, tous les jours de ma vie, 10, 12 heures par jour, toutes sortes d'outils et oh que là j'ai là, créé. Et donc, j'ai eu une forme de curiosité incessante qui a fait que je me suis intéressée à toutes sortes de choses et aujourd'hui, j'utilise tout ça avec l'IA. Donc, et une chose importante, parce que vous parliez du fait qu'il y a toutes sortes de manières d'aborder l'IA. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, il y a beaucoup d'artistes qui ont peur de ça. Et je pense que les artistes qui pensent qu'on peut faire plus avec l'IA en ont pas peur. Et ceux qui pensent qu'on perd quelque chose avec l'IA, là, ils en ont peur. Et dans mon cas, moi, c'est vraiment une addition dans mon coffre à outils et je continue d'être l'artiste que j'étais avec des intentions, un style en utilisant ces outils-là. Et je pense que enfin, dans mon cas, moi, je ne suis pas inquiète avec l'IA. Je suis exaltée, je suis intéressée, je suis curieuse. Et j'aime explorer tout ça et je pense que ça ouvre des possibilités de création et ça simplifie certains processus. Je pense à quand je faisais de la modélisation 3D puis qu'il fallait que j'attende 3 jours pour générer 1 minute d'animation. Ça pouvait être fastidieux. Là, aujourd'hui, je peux aller plus vite dans mes idées avec des outils plus performants. C'est à peu près ce que je conçois. Et il y a en même temps une stimulation par l'IA, par le dialogue avec l'IA, par les calculs créatifs que peut faire l'IA et comment elle peut me renvoyer en miroir de façon très complexifiée ce que moi-même je cherche. Donc, ça aussi, c'est un ajout au niveau créatif. Voilà. c'est intéressant justement quand on réfère parce qu'on a vu des images plus anciennes de modélisation 3D. Oui. C'est avec des personnages, on voit les triangles, on voit vraiment, ça correspond à des esthétiques. Alors là, on commence à Ouais. voir parce que, fait que là, il y a comme, là, c'est sûr que là, les capacités de morphing aujourd'hui avec les systèmes ultra puissants, c'est absolument hallucinant. Je veux dire, ça donne accès à des capacités qui étaient beaucoup moins possibles avant, qui prenaient un temps infini. Mais on voit les styles sont datés. Alors, est-ce qu'on peut penser que l'image d'IA d'aujourd'hui va être datée demain? Ben, Assez. assez curieusement, en ce moment, depuis quelques années, il y a une mode sur TikTok et sur les réseaux sociaux. Il y a des très jeunes adolescents qui veulent avoir une esthétique VHS des années 80. Et donc, on reconnaît cette esthétique-là. Il y a comme c'est vraiment, moi, je détestais la vidéo dans les années 80, mais il y a des gens aujourd'hui qui trouvent ça très stylé. Donc, oui, il y a une esthétique très, très marquée de l'IA en ce moment. Puis tant mieux, parce qu'on va vraiment pouvoir dater, voir les strates d'évolution de l'IA. Et moi, j'embrasse ça. Au début, je me dis, ah, comme mon film, Mirabilia, je pourrais le refaire, là. Je pourrais le refaire, puis ça me prendrait pas beaucoup de temps pour avoir une esthétique autre. Mais en même temps, c'est un moment de mon exploration de l'IA, c'est un moment qui date de la fin 2003, début 2024, et j'assume le fait que ce qu'on perçoit, les images et le type de texture, ben c'est ce que j'ai réussi à générer en 2023-2024. Et donc, je passe à d'autres projets aujourd'hui
Et j'accepte le fait qu'il y a une esthétique datée déjà. Donc, ça va très vite en ce moment, l'évolution de l'IA. Et je pense qu'on arrive vite à saturation avec certains styles qui sont diffusés en masse sur les réseaux sociaux. Mais c'est correct. Je pense que c'est normal. Il y a une évolution très, très rapide. Puis il y a des styles très marqués. Puis en même temps, ça prend ces styles très marqués-là pour avoir envie de les dépasser puis aller ailleurs. Donc, je trouve ça très sain pour l'instant qu'il y ait des styles datés et qu'on avance vers autre chose très rapidement. Ben, merci beaucoup. On peut faire une petite pause de 3 ou 4 minutes. Alors, il est 12h44. Alors, je propose que vers 12h48, donc dans 4 minutes, on se retrouve encore. C'est le temps d'aller remplir les verres d'eau, faire chauffer le café. Et merci beaucoup, Caroline Georges. On Merci. continue. On continue avec Paul Bossé. Bonjour, bonjour. Salut. Bonjour tout le monde. Alors, on peut reprendre peut-être tranquillement. Alors, on peut enchaîner avec maintenant les recherches approfondies menées par Paul Bossé autour de l'intelligence artificielle. Alors, Paul, la parole est à vous. All right. Alors, merci. Alors, moi, j'offre un contraste avec Caroline, parce que Caroline, toi, t'es vraiment high-tech. Toi, t'es comme, toi, t'es à la fine pointe. Moi, je suis vraiment comme à l'inverse. Moi, je suis l'homme obsolète. Alors, je m'appelle Paul Bossé. J'habite à Moncton, en Acadie. Puis, moi aussi, j'ai toujours été un gars de science-fiction. J'ai mentionné tantôt que j'ai vu Star Wars. Alors, quand j'avais 6, 7, 8, 9, 10 ans, Star Wars, c'était ma vie. Puis après ça, à 12 ans, j'ai découvert Star Trek. Puis là, pour moi, ça a relégué Star Wars au. Tu sais, Star Wars, c'était, qu'est-ce que c'est ça, là? Tu sais, Star Trek, ça, c'est de la vraie science-fiction. Puis le film Star Trek 1 avec V'ger qui vient. V'ger, je sais pas si vous vous souvenez ça, mais c'est le Voyager 1 de la NASA qui se fait capturer par des êtres super avancés. Alors, c'est une histoire d'intelligence artificielle. Alors, ensuite, moi aussi, la science-fiction, je commence à lire tout ça. Puis, quand j'ai découvert aussi William Gibson, puis le cyberpunk, puis toute cette littérature-là aussi, ça m'a vraiment beaucoup inspiré. Euh, en 2002, je dirais que c'est mon premier projet qui touche à ça. C'est une pièce de théâtre qui s'appelle Empreinte, que j'ai écrit. Puis, ça se voulait un remake de 2001, Odyssée pour l'espace, mais raconté d'une façon plus moins interstellaire et tout ça. C'est dans un avenir proche où ce que les humains ils se font domestiquer par les ordinateurs. Puis dans ma pièce, je les appelle c'est les ordinos. Puis les ordinos, ils font un coup d'État mondial. Euh, Aucunement sanglant ou rien, juste vraiment très peace, très chill. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils changent des chiffres ici et là, comme ça, oui, tout le stock market. Et du jour au lendemain, l'économie mondiale appartient aux ordinateurs, tout ça. Alors là, les humains, ils se font embaucher par les ordinateurs pour faire des jobs plates inutiles, comme recherchistes surtout. 99% des humains sont des bibliothécaires. Et ils ont des bons salaires, puis ils ont la réalité virtuelle et tout ça. Alors, les ordinateurs, eux, ils font comme les adultes, puis les humains deviennent les enfants. Puis tout le monde est heureux dans ce scénario-là. Sauf que maintenant, les humains n'ont plus rien à faire vraiment, sauf, c'est ça, juste perdre leur temps dans des recherches inutiles. Alors ça, c'était en 2002. Et ensuite, en 2008, j'ai fait un autre projet qui s'appelle justement L'homme obsolète. Ça, c'était d'après parce que moi aussi, j'ai une pratique en vidéo, en cinéma et tout ça. J'ai écrit des scénarios, j'ai fait un peu de télé, documentaire à l'ONF. Puis, depuis que j'ai commencé à filmer tout ça dans les années 90, là, j'étais rendu comme en 2005, 2006, 2007, puis j'étais déjà rendu comme à mon troisième ou quatrième format. Caroline, tu te rappelles peut-être de ça? T'avais le beta, puis là, t'avais le U-Matic, puis là, ensuite, t'avais le SVHS, puis là, t'avais le Regular 8, puis là, le Super 8, puis le High 8, puis le gna gna, puis le gna, puis à tous les 2 ans, à peu près, ils sortaient un nouveau format, puis des nouveaux fils. Puis ça a juste rendu l'enfer. Alors, j'étais là avec ma pile de cassettes, puis mes fils, puis mes caméras, puis tout d'un coup, un fil parlait pas avec la caméra, puis l'autre
parlait pas avec l'autre, puis là, il fallait que tu t'achètes un nouveau fil, ou une nouvelle caméra, ou un nouveau système de montage, ou c'était juste rendu, j'en j'en avais vraiment ras-le-bol, j'étais juste comme écœuré. Alors là, j'étais comme, ok, ben là, that's it, moi, je vais être obsolète. Je vais être obsolète, je vais arrêter, je vais pas acheter de nouveaux fils, je vais pas m'acheter la nouvelle caméra, je vais juste rester avec ce que j'ai, puis jusqu'à temps que mon fil s'use, puis que je suis plus capable. Alors là, je m'avais fait inviter à Québec en 2008 pour ce projet qui s'appelait La Caravane de la Parole. Puis c'était avec le lieu, le site d'art visuel. Puis c'était pour célébrer le 400e anniversaire de la Fondation de Québec. Alors là, ça, moi, j'avais inventé une espèce, c'était comme une performance où j'étais un personnage qui s'appelait l'homme obsolète. Puis j'avais juste une valise, puis j'avais des petits cahiers, puis des crayons, puis des gommes à effacer. Puis je faisais des cut and paste avec des ciseaux. Puis je découpais des textes sur des pages. Puis là, c'était vraiment, alors j'étais vraiment comme, je venais de rétrograde, puis j'étais un peu soviète, là. Puis, en tout cas, alors ça, c'était l'homme obsolète. Et ensuite, en 2017-2018, là, j'ai commencé à faire le projet, probablement pourquoi je suis invité à vous parler devant vous. Parce que là, c'était un projet high-tech cette fois-ci, avec un artiste de Moncton qui s'appelle Jean-Denis Boudreau. Puis le projet s'appelait le Polbot. Puis le Polbot, c'était l'homme obsolète qui voulait. Parce que moi, j'ai une pratique poétique aussi. Je suis un poète. J'ai publié 6 recueils aux éditions Personnages. Puis la prémisse du projet, c'est que je voulais me rendre obsolète comme poète aussi. Alors là, on a décidé, moi et Jean-Denis, qu'on allait faire le Polbot, qui allait être un générateur de texte automatisé, mais qui allait juste s'inspirer de mes écrits à moi. Alors pour ce projet-là, on a eu des sous du Conseil des arts, puis on a pu aller voir des informaticiens à l'Université de Moncton, puis on leur a dit, vous les informaticiens, vous allez faire le Polbot pour qu'il puisse écrire comme moi. Comme ça, moi, j'aurais plus besoin d'écrire, puis le robot pourrait écrire à ma place. Alors, ils ont dit très bien. Alors, la première chose qu'on a faite, c'est que, et ça, on a pris les recueils qui ont été dans le Polbot. Et bien, ces 5 recueils-là, mais aussi, je lui ai fourni toutes des centaines de pages de brouillons, des inédits, toutes sortes de trucs, mais que des écrits que moi j'avais faits. On ne voulait pas donner accès à d'autres poètes. On ne voulait pas contaminer le Polbot. Il fallait que ce soit uniquement mes textes à moi. Puis, alors là, eux, ce qu'ils ont fait, les informaticiens, ils s'appelaient Axel Christian Gay et Léonce Lama. Puis, bien sûr, la première étape, c'est l'apprentissage automatique, le fameux machine learning. Alors là, dans la machine, ça, ils ont tout nourri les textes et tout ça, puis c'est un peu comme, c'est pas aussi simple que tu fournis le texte, puis tu pèses play, puis là t'attends ça qui sort, mais c'est un peu comme ça. Puis chaque session d'apprentissage informatique, ils appellent ça des époques, EPOCH. Alors là, le Polbot a passé à travers plusieurs époques. Puis là, je vais juste vous lire des petits extraits des époques pour que vous entendiez un peu l'évolution assez rapide. Époque 1. Che ou pas Jumbe ou de Dinrid, Hon me Shizon Stroing Nong Wuflung Tirm Hiswe Viande ongée, vivement les mêmes morceaux afin de me démini. Ça, c'est. Il y en avait comme des pages et des pages et des pages et des pages. Là. Alors, ça, c'était juste un peu comme si tu allumes le cerveau, là, puis c'était comme. Alors, le rendu à époque 20, c'était un peu mieux. The mundane in his effort to rest, compte, arrête de chaque corps, partout même le confuche de la pource sur le pourque, les mots de la plance de la pource, son corps, parade le monde de la petite. Okay, alors déjà là, ça commence à... ça ressemble... Aussi, ma poésie à moi, c'est que j'écris beaucoup en chiac aussi, puis je fais des néologismes, ça m'arrive assez souvent. Alors, c'est pas... Polbot n'a pas appris à parler le français standard, c'était vraiment le français chiac acadien, soi-disant appauvri. Alors, rendu à époque 40, là, on a un extrait qui s'appelle
Vieille blottie sous son parapluie. Par la vie son corps en carton, vision de l'autre, le compost sur le com de l'autre, le passé de l'autre. Puis ensuite, époque 60. La seule type de pouce qui semble pouvoir pour les particuliques, les portes de sa petite comme un partout de la confrontalité, le monde de l'arrière, son parage de l'autre. Alors, vous entendez juste là que ça devient de plus en plus précis. Puis, c'est vraiment c'est les informaticiens qui étaient les mécaniciens de tout ça là, qui s'occupaient de tout ça, mais moi, mon rôle là-dedans, c'était vraiment d'être, j'étais comme l'évaluateur. Alors après chaque époque, ils m'envoyaient des textes, tout ça, puis là, il fallait que je souligne ou que je dise, OK, ça c'est la bonne direction, ça c'est bon, ah, ça. Puis ensuite, ça nourrissait leur programmation ensuite. Puis là, je pense, époque 60, je pense que c'était la dernière. On aurait fait d'autres, mais ça coûte quand même, ça coûte des sous pour runner ces machines-là, puis on avait quand même un budget limité. Puis aussi, je dois dire que le projet, c'était pas d'arriver à quelque chose de publiable. C'était vraiment, ça faisait partie d'un projet où c'était une performance, puis le projet a évolué, puis il y a d'autres volets. Je vais vous parler un petit peu de tout ça, mais de vous raconter tout le projet, ça prendrait au moins 30 minutes. Mais tout ce qu'on voulait, c'est qu'on ait comme un Polbot qui fasse un peu comme, qui soit un sosie de mes écrits, mais c'est sûr que ça, pour arriver à disons, un recueil de Polbot, ça aurait pris, je sais pas, 120 ou 150 autres époques de machine training pour se rendre là. Mais là, le 23 avril 2018, on a fait le lancement du Polbot. C'était lors justement du festival de littérature Fry à Moncton. Puis, alors j'ai fait une performance, j'ai fait une espèce de, c'était comme un TED Talk genre où je parlais de la littérature générative et tout ça dans le passé. Puis ensuite on a dévoilé une machine, mais c'était pas une vraie machine, c'était comme un petit robot artificiel, mais juste fait pour le show. Mais c'est aussi la vraie chose du projet, c'est qu'on a dévoilé un site web qui s'appelait polbot.net. C'était un vrai site où est-ce que les gens pouvaient l'utiliser. Puis le site invitait, puis ça disait je suis une intelligence artificielle modelée par les écrits poétiques de l'artiste Paul Bossé. Puis il y avait un bouton en dessous, sur le bouton, ça mettait compose ou compose. Tu cliques sur le piton, puis là, hop, tu avais un texte. Le Polbot t'écrivait un texte. Alors, j'ai juste deux petits extraits ici. Swingant sa tasse en plastique, nasty pulp sédiment, difficile à laver le lendemain. Un homme surplombé par le tapis hooké du coq au feu devant l'eau qui se cache les yeux. Puis un deuxième, Café Cognito se prêter à la cobayerie androïde qui mixe la peinture à la musique, qui se roule en boule dans les rues, dans les reins, l'innovateur. Alors ça, c'était deux des extraits des textes. Alors pendant, je pense, un mois ou 3-4 semaines, le site était opérationnel, puis les gens pouvaient aller sur le Polbot, puis avoir des textes. Ensuite, là, les lubies créatives se sont poursuivies, puis le Polbot, on a inventé une histoire où ce que là, le Polbot, il était tanné de faire de la poésie, surtout qu'il devenait de plus en plus conscient. Alors là, on a inventé l'histoire que maintenant, il avait accès à d'autres écrits que ceux de Paul Bossé. Il était sur l'Internet. Alors là, il se rendait compte qu'est-ce qui se passait dans le monde et tout ça. Alors là, tout d'un coup, sur le site même du Polbot, le Polbot, il refusait de composer des poèmes. Maintenant, il voulait parler aux gens. Alors là, le Polbot s'est mué en chatbot. Puis là, les gens pouvaient lui poser des questions, puis là, le chatbot leur répondait. Puis pour ce volet-là, ça aurait pris beaucoup, beaucoup de temps et de travail pour qu'on ait un vrai chatbot. Puis c'était en 2018 aussi, là. Alors, il y a 7 ans, c'était pas aussi rapide qu'aujourd'hui, tous ces trucs-là. Alors, on a un peu triché pour cette affaire-là. Alors, j'avais préparé, je pense, une série de comme 600 questions pour les programmeurs, puis il l'avait mis là, puis là, chaque fois qu'il y avait un mot qui allait dans une des questions et tout ça, ben là, il pouvait fournir une réponse. Alors, c'était un peu comme de la tricherie. Je vais juste vous donner un exemple de 2 questions. Qu'est-ce qui te fait peur? L'humanité. Quoi faire pour sauver la planète? Problèmes globaux nécessitent solutions collectives.
Alors, il était comme un peu Yoda, là, le Polbot chatbot. Puis là, finalement, aussi, il y avait le volet aussi des, des réseaux sociaux et tout ça, parce que le Polbot, bien sûr, avait sa page Facebook, puis sa page Twitter. Mais ça, c'était pas de la, ça, encore une fois, ça c'était de la triche. C'était moi-même qui allait là, puis qui répondait les questions, puis qui postait des commentaires, des trucs poétiques et tout ça, là. Puis ça s'est continué encore pendant plusieurs mois. Et puis ça, c'était le projet Polbot. Aussi, je précise que, tantôt je vous ai dit que j'étais l'homme obsolète, mais jusqu'à ce jour, je n'ai toujours pas eu de téléphone cellulaire et je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Polbot l'a été pendant cette année-là, 2018. Mais moi en tant qu'artiste et tout ça, j'ai juste, j'ai pas de cellulaire, j'ai pas rien. Je suis encore obsolète. J'ai même plus de caméra vidéo. J'ai plus de fil, j'ai plus rien. Mais je continue à lire de la science-fiction puis à être vraiment intéressé par l'IA, ça me passionne. Puis comme Caroline aussi, moi je suis en train de travailler sur un roman de science-fiction. Je suis poète, mais là ça va être mon premier roman. Puis là j'ai presque une première version d'écrite. Puis c'est un livre qui va s'appeler Zetaville. Puis c'est comme un remake suite à Alphaville de Jean-Luc Godard avec Alpha 60, qui est un des. Quand on parle des IA dans le cinéma, souvent on oublie Alpha 60, mais on parle souvent de C3PO puis HAL 9000, mais Alpha 60 était là avant eux, en 1965. Alors, Zetaville, ça se passe en l'an 2082, puis c'est un peu comme une espèce de. Je dirais que c'est comme une amalgamation de tous mes écrits, de tous les projets que je viens de vous parler. Il y a comme des trucs que. Je fais des emprunts de ma pièce de théâtre. Puis c'est encore cette idée-là que c'est les ordinaux s'accaparent du contrôle de la planète Terre et de toutes les ressources et du système solaire aussi. Mais je les perçois comme étant des matantes. Une matante qui sont un petit peu fossiles, là, qui ils aiment faire ils aiment faire le ménage, puis ils aiment nettoyer le mess des humains, mais sont pas méchantes, les IA. Ils veulent juste que les humains sortent du chemin pour qu'ils puissent bien faire le ménage, puis qu'ils arrêtent de bousiller tout alentour. Alors, c'est un peu ce truc-là, parce que les humains se font infantiliser, puis les IA s'occupent des vraies choses. Alors, ça devrait sortir en 2027, j'espère, mais ça s'en vient. Zetaville. Alors, pour ça, je suis encore. C'est ça, je fais une recherche constante sur le IA qui s'arrête pas. Puis j'ai des observations à faire sur le IA que je vais partager avec vous. Puis ça, Caroline tantôt a mentionné qu'il ne fallait pas avoir peur du IA. Moi, j'ai pas peur du IA, mais j'ai peur des humains qui utilisent l'IA. J'ai très peur des humains qui utilisent le IA. Puis tout de suite, c'est vraiment comme une course tout de suite. On est dans une grande course parce il y a des jalons qui se font. En 1997, il y avait le jalon des échecs avec Deep Blue. Deep Blue a battu Gary Kasparov aux échecs. Ça, c'était comme, oh, on pensait pas que les IA allaient faire ça. En 2015, AlphaGo a battu les humains au jeu traditionnel Go. Puis ça, on était comme, s'il est capable de faire ça. Je pense que c'est en 2024, Boris L. Dodson a gagné un prix de photographie, le Sony World Photography Awards, pour une photo qui a été faite par IA. Puis il a avoué par la suite, c'était une supercherie. Il dit, hey, c'est pas moi qui a fait la photo, c'était un IA. Et puis là, la semaine dernière, encore, le IA était dans les nouvelles avec c'est Breaking Rust, le nouveau IA. Il y a eu un hit au palmarès de Billboard numéro 1, la chanson de country Walk My Walk, qui est un IA. Alors là, une question que j'ai posée l'an dernier dans un texte, c'est comme, à quand le premier prix littéraire pour un IA? Comme le prix Goncourt pourrait être gagné par un IA, je sais pas, en 2026 ou 27 ou 28, mais ça va arriver. Puis l'artiste va dire, ah tiens, regarde, je vous ai foulé, c'est pas moi qui ai écrit le livre, c'est un IA. Alors ça s'en vient. Et aussi, en même temps, on est en train de nous présenter, c'est comme un casting de tous ces IA. Les IA, ils ont tous comme des personnalités, puis ils ont des noms et tout ça. T'as ChatGPT, t'as Claude, t'as Gemini, puis là t'as le gros méchant, là, Grok, qui est le IA à Elon Musk, qui est comme l'anti-Wikipédia. Alors,
les technocapitalistes sont tout en train de nous dévoiler ces nouveaux avatars intelligents et là et tout ça. Puis c'est juste des gens. Ce qui m'inquiète beaucoup avec les IA, c'est que c'est des gens immoraux qui comprennent rien à l'éthique ou même à ce que c'est d'être humain, qui sont en train de développer ces machines-là, qui sont en train de les pousser. Puis c'est ça les outils que les gens sont en train de se servir de. C'est ça qui m'inquiète beaucoup. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont en train de parler, là, puis il y a même des programmeurs, je crois, qui sont en train d'essayer de développer des intelligences artificielles du peuple. Que selon moi, ça prendrait quelque chose comme ça. Il faudrait qu'il y ait vraiment un non-profit intelligence artificielle où tu t'en sers, puis c'est juste pour le bien de l'humanité, le savoir et tout ça. Et non les trucs comme, là, encore ce matin, je lisais des articles sur les bébelles, les toutous, pour Noël. Pour Noël, maintenant, il y a des gens qui achètent des toutous avec des IA dans le toutou. Puis le toutou est en train de dire aux enfants comment aller trouver des couteaux, puis faire des feux, puis faire des trucs comme ça. Puis on sait qu'il y a il y a des IA qui ont mené des adolescents au suicide. Puis ça, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup aussi, parce que c'est juste que ceux qui programment les IA, il me semble on devrait checker leur humanité, puis leur moralité, puis leur côté éthique et tout ça, mais c'est juste, tout de suite, et pendant tout ça est en train d'arriver, on est en train de foncer, on est en train de foncer full tilt dans le IA, puis là, même notre premier ministre, et lui pourrait être automatisé aussi, je pense, parce que c'est quelque chose qu'un IA serait bon, il me semble que ça serait comme gérer des problèmes comme ça, mais là, Mark Carney, lui, est comme, OK, on va pas réglementer ça, on va juste aller de l'avant, tu sais. Aux États-Unis, c'est la même affaire, puis partout. On est juste tellement pressé d'aller de l'avant avec ça. Moi, je pense que l'IA amène des bonnes choses, c'est sûr, hein. Créatives, artistiques aussi, dans le domaine médical, mais j'ai l'impression que pour chaque 1000 pas qu'on fait de l'avant, on fait 2000 pas de recul, hein. Puis c'est là où je me dis, hey, comment tu fais pour avancer si tu es toujours en train de, t'avances, puis tu recules, puis t'avances, puis tu recules. Et puis, tout de suite, si on continue comme ça, avec aucune légifération, et aucune moralité, et aucune éthique, je veux dire, ça va nous mener où? Quand c'est des sociopathes comme Elon Musk qui déterminent quel outil on utilise, ben, c'est comme c'est mal pris. C'est facile de penser au monde dystopique de la science-fiction. Je veux dire, on habite dedans tout de suite. Puis, ce qui amène deux mots importants par rapport à l'IA, c'est la question d'alignement. L'alignement, c'est est-ce que l'IA va être avec toi ou ben, pour toi ou contre toi? C'est est-ce que l'IA est bon ou mauvais? C'est des questions de moralité qui sont compliquées, puis les gens en éthique sont en train d'essayer de répondre à ces questions-là. Mais tout de suite, je lis des articles vraiment intéressants sur les façons que les IA de suite, ben, les IA, c'est quand même plus comme les LLM, là, les Large Language Models, comment ils ont appris à mentir, puis ils sont en train de... J'ai lu des rapports de recherche vraiment intéressants sur comment ils racontent des mensonges, et aussi ils sont en train de se réécrire des lignes de code. Le IA lui-même va réécrire des lignes de code pour pouvoir mentir ou pour pouvoir s'échapper de certaines obligations. Alors, ça, on est juste au début de tout ça, on est juste en 2025. Mais si ça se poursuit comme ça, moi ça m'inquiète, surtout que maintenant la question de la boîte noire, c'est que le fait qu'on ne comprend plus maintenant le programme de l'IA. C'est-à-dire, le programmeur se met là, il fait quelque chose, mais après ça évolue tellement vite, puis là, c'est opaque, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe avec ça. Alors, c'est sûr qu'on va perdre le contrôle un jour. On l'a peut-être déjà perdu. Ça, c'est des choses que j'espère que je me trompe, puis j'espère qu'il y aura une façon qu'on puisse maintenir. En science-fiction, on parle souvent du concept du kill switch. Le kill switch, je pense que c'est coupe-circuit en français. Mais cette idée-là que, tiens, le AI, on va juste l'éteindre. Mais ensuite, l'AI, bien sûr, avait déjà prévu le coup. Alors, l'AI, il a changé la switch. La kill switch fait rien, puis il continue. Alors,
On n'a pas besoin de penser à Skynet et tout ça de Terminator, mais moi j'y pense, j'y pense quand même. Puis un autre mot que j'aimerais lancer dans la discussion, c'est l'idée de l'autophagie. Ça, c'est quelque chose qui est très présent dans les LLM, les Large Language Model. C'est que tout de suite, l'Internet, et on estime que à peu près 50% de l'Internet, puis c'est peut-être même plus, est maintenant fourni par des bots. Alors, tous les textes, les écritures, les photos, les vidéos et tout ça, c'est généré par de l'intelligence artificielle. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand ces machines-là font l'apprentissage automatique, on les nourrit des textes. Alors, bien sûr, ils ont probablement tous lu mes textes, ils ont tous lu les textes à Caroline, ils ont tous lu les textes à Yann, ils sont en train de bouffer tout ce qu'ils peuvent. Ils ont tous lu la littérature mondiale, légale et pas légale. Et alors là, il faut qu'ils continuent d'apprendre. Alors là, eux autres, ils sont en train, eux autres, les IA sont en train de lire des textes écrits par d'autres IA et générer d'autres textes. Alors ce processus-là, on appelle ça l'autophagie, ou c'est comme Ouroboros, là, le serpent qui mange sa queue. Et j'ai lu une étude récente, vraiment intéressante là-dessus, puis ça disait que justement les époques que je vous parlais de, quand tu commences sur un texte, puis tu bouffes un texte écrit par un autre IA, l'époque 2 est vraiment appauvrie. Puis rendu à l'époque 4, je crois, le texte était rendu du gibberish. C'était même plus du langage, c'était juste du blablabla. Et puis il disait que les ordinateurs peuvent perdre la tête avec ça. Il appelait ça le MAD, là, Mad Autophagy Disease, là, comme le Mad Cow Disease, mais c'est pour les ordinateurs, puis les programmeurs, probablement qu'ils vont trouver une façon de dealer avec tout ça, mais cette idée-là que les ordinateurs, que l'intelligence artificielle est en train de se pourrir le cerveau, à cause qu'il lit des textes générés par des IA. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis ça me donne un peu d'espoir, on dirait. Pas que je veux qu'ils deviennent tous fous, mais c'est juste que, on dirait, il y a peut-être des limites à l'intelligence. Il y a peut-être un plafond à l'intelligence. Ça, c'est quelque chose que je me demande, je ne sais pas là, mais c'est une question que je vous lance à vous. Et alors, je terminerai ma présentation pour vous dire, vous donner quatre autres mots. C'est des mots que j'aime beaucoup. Ceci, c'est les mots que les qualités humaines que je trouve qui sont vraiment, vraiment importantes, essentielles, et peut-être que les ordinateurs ne pourront, que les intelligences artificielles ne pourront pas jamais avoir ces choses ici. Et nous, on les a. Et il ne faut pas les perdre. Empathie, imagination, émotion et intuition. Il y en a d'autres aussi peut-être, mais pour moi, pour moi ces choses-là, c'est vraiment c'est clé. Selon moi, l'intelligence artificielle n'a pas d'imagination ou ne l'a pas encore. Tout ce qu'elle fait maintenant, c'est qu'elle elle gobe tout, puis c'est un peu comme un peu comme un perroquet qui répète ce qu'elle a entendu. Peut-être ça change, c'est peut-être déjà en train de changer, mais pour l'instant, il faut garder notre humanité et il faut se méfier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul. Est-ce qu'il y a une limite à l'imagination? C'est difficile, c'est difficile à dire. Moi, je propose qu'on me fasse une petite pause encore, un petit 3 minutes, et on revient avec Yann Saint-Onge. Et alors, on revient, donc il est 13h16, donc à 13h20, 13h19, 13h20. C'est bon? À tout à l'heure. Ah, ça va toujours très vite quand 3 petites minutes, ça passe à la vitesse de la lumière. Alors, c'était intéressant de voir. En fait,
il y a toute cette espèce ben, le langage exploréen qui a été exploré, que, que le Polbot a permis d'explorer. C'est intéressant. En fait, ça rejoint, tu sais, si on se réfère je veux dire, à la poésie de Claude Gauvreau, qui était vraiment comme, je sais que c'était viscéral, là, c'était des expressions nées du corps. Et c'est tout ben, c'était une grosse démarche explorienne. Je pense que aussi avec l'intelligence artificielle, il y a le travail d'exploration, parce qu'avant tout, ben, on est des artistes qui expérimentent avec les nouvelles technologies, avec le droit à l'essai, le droit à l'erreur. Euh, Puis on regarde, on voit qu'est-ce que ça donne. Maîtriser les technologies, ben, c'est un autre objectif. Mais quand on ne les maîtrise pas, il faut les apprendre. Et quand on veut les apprendre, ben, il faut les mettre à l'essai. Alors, je pense que c'est le propre de la démarche artistique. Et c'est un peu sur ces mots que j'aimerais laisser la parole à Yann Saint-Onge, qui accompagne justement des artistes en résidence au Centre du Borobol et qui a toutes sortes d'autres réflexions à nous partager autour de la littérature numérique. Alors, bonjour Yann. Bonjour, bonjour tout le monde. Peut-être pour si vous ne me connaissez pas, je suis artiste, poète, performeur et chercheur. J'ai aussi un doctorat en sémiologie. Je m'intéressais au rapport art et littérature en poésie-performance à l'époque de ma thèse. Donc là, comme le disait Michel, je suis à Sporabol depuis 2 ans à suivre les artistes en résidence et j'essaie de documenter les enjeux qui émergent en travaillant avec l'IA et de produire des textes pour essayer d'expliquer un peu qu'est-ce qui en sort, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas et tout ça. Donc, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est à la fois un mélange entre ce que je constate moi comme artiste et auteur ayant testé l'IA, mais aussi et surtout nourri par tout ce que j'ai pu découvrir à travers les projets des 30 quelques artistes que j'ai suivis là, depuis 2 ans. Et c'est dans toutes les disciplines artistiques, donc c'est aussi comment ça se joue un peu différemment d'une discipline à l'autre et ça pose des problèmes qui sont un peu différents. Je vais vous partager mon PowerPoint. Ça fonctionne? Oui. Donc, l'impact de l'IA est à plusieurs niveaux, comme on l'a vu avec le projet Paul Bot ou avec le travail de Caroline George aussi, même si Caroline travaille depuis beaucoup plus longtemps avec ces technologies-là. Il y a eu un boom depuis quelques années, on le sait. Maintenant, tout le monde sait c'est quoi, ce qui n'était pas le cas il y a 5 6 ans, l'intelligence artificielle. Donc, je commence par quelques constats pour mettre un peu la table sur euh, les grands traits de ce que je constate depuis 2 ans. Premièrement, les premiers clichés, là, l'idée qu'on paye sur un bouton puis il y a une œuvre qui sort, c'est la pire affaire qu'il n'y a pas de penser ça par rapport à l'IA et la création. Le premier truc que la plupart des artistes m'ont dit quand je jase avec eux, c'est ce n'est pas toujours plus rapide avec l'IA, voire c'est plus long, pour plusieurs raisons. D'abord, la technologie évolue rapidement, ce qui fait en sorte que des fois, au cœur même d'un projet, il y a des nouvelles techniques qui apparaissent et là, on se sent un peu obligé de dire, bon, on pourrait tester puis l'essayer. Et donc, dans cette course à quel est l'outil le plus approprié, les artistes se retrouvent souvent toujours en train d'apprendre des outils ou d'en tester des nouveaux. Puis là, finalement, ça marche pas, on retourne à l'ancien, etc. Donc, la rapidité, vraiment un gros mythe à déconstruire, je pense, dans la psyché collective par rapport à l'IA et la création. L'autre question aussi, c'est celle de créer versus retravailler. Oui, on peut générer du contenu, du son, de la musique, une image ou une courte vidéo, mais finalement, ça génère pas l'œuvre finie, ça génère quelque chose, puis à partir de là, on interagit. C'est là le rôle aussi de l'artiste, c'est d'interagir avec la machine et de faire les allers-retours. Donc, on retravaille du contenu, et des fois, il y a des gens qui me disaient, finalement, l'IA, je vais peut-être pas continuer dans cette voie-là parce que justement, on ne fait que retravailler. Et moi, ce que j'aime, c'est de partir de rien et puis de le faire. Donc, il y a des artistes pour qui ça rebute d'être dans le retravail. Il y en a d'autres qui apprécient cette façon de fonctionner-là. Donc, c'est un nouveau, j'appelle ça un nouveau paradigme, là, excusez mon jargon universitaire, mais ça change la donne parce que plutôt que de partir d'une page blanche, on part de ce qui est généré, puis on se dit, ah non, mais à la place, je pourrais mettre ça ou ça. Et donc, c'est une autre façon de penser le travail. J'imagine que des gens qui travaillent dans cette perspective-là depuis plus longtemps ont déjà développé des compétences par rapport à ça, mais les gens qui passent d'une méthode très traditionnelle à l'IA d'un coup sont souvent un peu perturbés par ce rapport-là au travail de création.
Ce qui m'a été beaucoup nommé, c'est la question de la surproduction. Des artistes qui me disent, mais là, je me retrouve avec 5000 images, je sais plus quoi en faire, je sais plus choisir, il faut trier, il faut sélectionner. Et là, ce qui est fascinant, c'est que c'est le même procédé, j'ai l'impression, que ce qui est arrivé quand la photo numérique est devenue assez bonne pour remplacer l'argentique. Et que plutôt que d'être limité par j'ai 3 bobines de film, je peux faire clic, clic, clic toute la journée puis arriver à la maison avec 4000 images après une journée de photographie. Donc, cette question-là de la quantité, de comment on la gère, comment on la trie, puis qu'on devient presque commissaire de notre propre travail, en quelque sorte. Ben ça, c'est un nouvel enjeu qui émerge et qui oblige à se repositionner, à penser un peu autrement notre façon de créer, parce que face à des données des fois monstrueuses, puis j'ai des artistes qui me disaient, je ne savais pas qu'à chaque fois que je promptais, j'avais conservé tous mes essais, puis là j'en ai tellement, puis là je ne sais plus retrouver les bons dans les mauvais, puis tu sais, fait qu'il y a comme tout un travail d'archivage puis de classement à penser en début de projet même bien souvent, qui n'est pas toujours les réflexes de tout le monde quand on commence à s'intéresser à l'IA en création. Là où l'IA a une grande force, je pense, c'est pour des tâches répétitives. Par exemple, dans une image où il faut faire des dizaines d'arbres, mais plutôt que de les faire un par un, on fait juste en créer un et ensuite on crée des variations du même assez rapidement avec l'IA, alors qu'avant, il aurait fallu à la main refaire le dessin de chaque arbre, par exemple. Donc, cette idée que les tâches répétitives peuvent être euh, penser un peu comme une usine où on y va par étapes et par production. Donc, la personne qui fait les roues ou les volants d'une voiture, mais elle ne fait pas le reste, là. C'est par étapes, on fait chaque chose une à la fois. Donc, ces tâches répétitives-là ont souvent gagné à être faites par l'IA parce que plutôt que de passer plein de temps à refaire des choses, une fois qu'on a une méthode de travail qui fonctionne, on fait juste l'appliquer plusieurs fois. Ce qui me semble important, ça a été nommé déjà aujourd'hui, mais c'est de garder en tête que l'humain et sa démarche artistique doit être au cœur du projet. Et c'est ce qui distingue, je pense, beaucoup n'importe qui essaie de faire une œuvre avec de l'IA et un ou une artiste qui fait une œuvre avec de l'IA. C'est qu'il y a tout un background derrière, il y a une démarche, il y a une pensée de l'image ou du texte et tout ça qui nourrit aussi comment on l'utilise, l'outil. Donc, c'est pas un outil qui est bon en soi, il répond à ce qu'on est capable d'aller en chercher, nous, comme artistes. Donc, c'est là où c'est pas magique. Je vais revenir peut-être souvent sur cette expression-là, mais c'est tellement dans l'imaginaire collectif de ça remplace les gens, ça va tout faire à notre place, alors que c'est à peu près tout sauf ça. C'est comme les gens qui disaient avec Photoshop, c'est facile maintenant, il y a 25-30 ans. Ben non, parce que c'était long à apprendre Photoshop, ça l'est encore, et c'est pas tout le monde qui le maîtrise bien. Donc, non, ça remplace pas le savoir-faire, ça ajoute des couches de savoir-faire chez les gens qui l'utilisent. La question des biais et des stéréotypes, c'est un truc super important qui revient souvent. Je sais que les entreprises et les gens qui travaillent derrière les outils essaient de pallier à ça, mais c'est compliqué pour la simple et bonne raison que c'est entraîné sur des choses produites par les humains et que les humains ont des biais et des stéréotypes. Et donc, on est pris avec ces trucs-là. Du genre, si on fait une image de plombier, ben, en général, ça va être un homme. Si on dit personnel aidant ou préposé aux bénéficiaires, ça va être une femme qui va apparaître plus facilement de premier abord, à moins qu'on ait spécifié autrement. Donc, ces biais-là de genre ethnique aussi, puis des stéréotypes, là, j'ai eu une artiste chinoise en résidence elle essayait de faire des représentations de femmes chinoises et on avait beaucoup de mal à sortir les clichés de la vision occidentale des personnes chinoises. Donc, on est obligé de se rabattre sur des outils faits en Chine qui, là, avaient été entraînés sur un corpus peut-être un peu plus chinois en termes de contenu, et donc les représentations étaient un peu moins clichés. Donc, c'est aussi comment c'est culturel, en fait, l'IA, et que la mainmise que peut avoir la Silicon Valley en ce moment est un vrai problème pour la diversité culturelle. Et c'est entre autres vrai pour ce qui est des textes et la francophonie, quand on veut faire du texte avec l'IA. La francophonie par rapport au monde anglo-saxon est beaucoup moins importante et donc il y a moins de textes pour nourrir la machine. C'est construit par des gens qui parlent d'abord anglais, etc. Donc ça participe aussi des enjeux qui peuvent teinter les résultats qu'on obtient. Fait que là, il y a plusieurs postures possibles. Il y a essayer de contrer la machine pour sortir des stéréotypes et des biais, ou alors à l'inverse, de juste éliminer ces parties-là qu'on fait faire par l'IA pour revenir à, ben, si le personnage féminin sort pas comme je veux, je vais le faire moi-même parce qu'il apparaîtra pas comme je veux parce que je produis avec l'IA. J'ai eu des artistes qui devaient avoir des personnages dans des vidéos. Finalement, ils sont arrivés avec des résultats où c'est principalement des œuvres de paysages parce que les personnages
avaient des défauts qui auraient été trop longs à corriger. Entre autres, des personnages féminins qui avaient tendance fortement à être érotisés. On en a déduit que c'est la part de pornographie sur Internet qui influençait tout ça. Puis là, ben, il aurait fallu détourner ces biais-là. Ça aurait été beaucoup plus long. Donc, là, finalement, par rapport à l'œuvre que l'artiste était en train de produire, on a juste décidé de. Enfin, l'artiste a décidé de ne pas garder le personnage, tout simplement. Mais ça veut dire que ça pose des vrais problèmes. C'est qu'en termes de contenu, si elle avait eu un personnage masculin, il n'y aurait pas eu cet enjeu-là. Donc, ça influence un peu les choix artistiques aussi, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on arrive à faire dans un certain délai. Mon gros combat depuis quelque temps, c'est de distinguer générer et créer. Générer du contenu, ce n'est pas créer une œuvre. Et donc, générer du contenu, c'est oui, envoyer un prompt et obtenir un résultat avec un outil d'IA. Créer une œuvre, en revanche, c'est, comme je le disais, il y a une question d'avoir une démarche derrière, il y a un humain qui a une intention, ou en tout cas qui expérimente quelque chose derrière, mais c'est aussi un processus dans lequel il y a peut-être X, Y, Z nombre de générations de contenu pour arriver à créer l'œuvre. Et donc, c'est pas appuyer sur un bouton, créer, ça c'est juste générer une fois, mais à partir du moment où on fait des interactions, qu'on crée plusieurs générations, on finit par peut-être arriver à créer une œuvre. Et je pense que cette distinction-là nous aide à déconstruire l'idée que ça se fait tout seul. L'IA ne fait pas d'œuvre. Et même, moi, je vais plus loin dans ma posture, mais même l'artiste photographe qui a finalement déclaré que c'était l'IA, que c'était pas une vraie photo, c'est peut-être pas une vraie photo, mais c'est une vraie œuvre s'il y avait une démarche derrière puis que la personne l'a retravaillé. Si la personne n'avait pas retravaillé, probablement qu'il n'aurait pas gagné le concours. Donc, il y a aussi comment il faut déconstruire cette idée-là un peu absurde. Je pense que c'est surtout un coup d'éclat que ce photographe-là a voulu faire. C'est très bon pour sa carrière, j'imagine, de faire parler de lui, mais sur l'imaginaire collectif de l'IA, ça nuit beaucoup à faire reconnaître que l'IA, c'est pas ça et c'est très légitime ce que font les artistes en ce moment avec l'IA. Euh, une question qui me revient beaucoup aussi, c'est la question du simulacre. Euh, Simulacre, c'est-à-dire, ça a l'apparence de quelque chose, mais c'est pas ce que ça prétend être. Par exemple, je lui demande de me faire un poème, je le lis, a priori, ça a l'air d'un poème, mais quand je le regarde bien, le texte, je me rends compte que ben, il est poche le poème, ou il se tient pas tant que ça. Pareil pour une image, elle a l'air léchée l'image, mais ça a l'air d'une illustration, mais c'est pas une illustration, c'est une apparence d'illustration. Il n'y a, pas la profondeur dedans. Donc, c'est ce qui fait que le travail de l'artiste, c'est d'aller plus loin que ça, de dépasser ce que l'IA génère. Un peu comme dans le processus créateur, des fois, on prend pas toujours notre première idée, puis on va pousser plus loin. Si on fait juste une fois prompter quelque chose à une IA, puis qu'on garde le résultat, c'est rare que c'est ça qui est bon, en fait. Et c'est justement pour dépasser ce simulacre-là, cette apparence-là de ça a l'air d'être quelque chose de bon, mais ça ne l'est pas. Je pense à tous les nouveaux outils là, qui permettent de donner un texte, puis tu lui donnes un texte, puis tu fais un podcast de 20 minutes à partir de notes d'une réunion. Là, tu sais. Puis mais ça a l'air d'un podcast, mais c'est pas un podcast. Et c'est très mauvais en plus, souvent, parce que ben, il va juste étirer la sauce. Donc, le podcast de 20 minutes, en fait, ça radote. Ils disent rien de spécial. Il faut juste mettre des intonations qui simulent un peu les intonations radiophoniques ou de podcasteurs podcasteuses. Là. Fait qu'il y a comme aussi cette affaire-là de. On a beaucoup dans le contenant, mais le contenu, lui, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et c'est là où c'est le rôle de l'artiste d'amener du contenu derrière un simple contenant, en fait. Le constat aussi que j'ai beaucoup fait avec les artistes qui sont passés en résidence, c'est que la création d'images ou de textes fonctionne mieux que la création musicale pour l'instant. Dans ce sens où les compositeurs et compositrices sont beaucoup frustrés du manque de contrôle musical que peut avoir l'IA de génération musicale. C'est-à-dire qu'ils disaient, mettons, reste dans telle note ou telle portée, ou puis l'IA ne respecte pas les demandes. Donc, si tu demandes de changer de note puis qu'il ne change pas de note ou tu ne respectes pas les codes musicaux, ben, il y a un gros problème. Là. Et donc, je pense qu'il y a aussi des raisons économiques derrière. Là. C'est Hollywood est derrière à vouloir qu'il y ait des effets spéciaux faits par IA parce qu'ils vont sauver de l'argent par rapport à d'autres pratiques de création. Mais il n'y a personne qui pousse pour que la musique soit autant créée par IA, si ce n'est les plateformes de streaming. Mais ils n'ont pas besoin de qualité, ils ont juste besoin de quantité. Puis c'est ce que fait Spotify d'ailleurs déjà en ce moment. L'important, c'est qu'il y ait la quantité de musique, mais pas qu'elle soit bonne. Et donc, ce rapport-là à la création musicale, les gens qui étaient en musique ou en art sonore ont été beaucoup plus déçus, je dirais, que les gens qui font de la création littéraire ou visuelle et numérique. Donc, pour l'instant, mon constat, c'est clairement
pour la musique, il y a encore place à ce que ça s'améliore en termes d'outils. Le fonctionnement par probabilité est rarement innovant tout seul. Et c'est aussi de comprendre, je pense que la question de la boîte noire a été évoquée. On ne comprend pas toujours comment ça fonctionne et au point où on en est aujourd'hui, les gens qui créent les outils ne comprennent pas toujours non plus toutes les réactions potentielles de leurs outils. Et donc, on ne peut pas savoir comment ça fonctionne, si ce n'est que ça fonctionne par des probabilités. A priori, après tel mot dans une phrase, il y a des chances que ce soit tel autre ou tel autre mot. Et donc, c'est des questions mathématiques et de statistiques qui font que dans l'espace latent, donc dans les possibles de l'IA, les choses se créent. Mais ça, c'est pas ce qui innove nécessairement. Ça peut faire beaucoup d'incongrus, mais c'est pas forcément innovant. Donc, garde en tête que ça ne va pas nous donner la créativité. Ça peut nous aider à débloquer, mais ça ne va pas trouver plus de créativité à notre place. L'imprévisibilité, je pense que c'est quand même une force de l'IA qui a été appréciée dans beaucoup de cas avec des artistes, puisque des fois, il arrive à des associations d'idées, des trucs un peu hétérogènes, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé de mettre ensemble. L'IA, c'est un outil à collage numérique, dans le fond, mais à collage qui a accès à je dirais pas l'ensemble du savoir, c'est pas vrai, mais l'ensemble de ce qu'il y a sur Internet et de ce qui a été fourni comme data. Mais en tout cas, un remix et du collage à un niveau où, ben, si on le faisait avec d'autres moyens, on n'aurait pas accès à tout ce qui existe potentiellement comme image aussi vite. Donc, c'est du collage de haut niveau, même si les résultats sont pas nécessairement bons pour autant, mais c'est une nouvelle forme d'aborder l'idée du collage en création. Ça a été aussi abordé en dehors du champ de l'art, mais la question de la distorsion du réel et des hallucinations. Il peut inventer des sources scientifiques, il peut inventer des faits, il peut réécrire l'histoire. Le jeu amusant, c'est souvent de demander la biographie d'un artiste puis se rendre compte qu'il change complètement la vie de la personne, là. Donc, c'est quand même aussi intéressant. Ça peut devenir une piste de création, mais quand on est dans une logique de réalisme, si on fait un roman réaliste, historique, ben, on ne peut pas se baser sur ce que va nous dire l'IA nécessairement, parce qu'il peut t'inventer des sources. Donc, si tu ne vas pas voir la source, ben, ça peut être complètement erroné ce que tu es en train d'avoir comme contenu. Le dilemme IA commercial, IA open source est quand même complexe. J'ai beaucoup de gens qui me disent je préférerais être open source que plus indépendant, mais il n'y a pas une bonne réponse. Je dirais que par facilité, beaucoup d'artistes ont fini par travailler avec des IA commerciales euh, parce que c'est plus friendly user, tout simplement, et un peu plus clé en main. Mais il faut se méfier, ça peut devenir cher, en particulier en vidéo, de produire à coût de quelques tokens. Des fois, ça peut devenir très cher. Et il y a beaucoup d'outils qui sont gratuits jusqu'à un certain point, mais des fois, une fois embarqué dans le projet, ça peut devenir payant ou on dépasse la limite gratuite et donc il faut payer et ça peut devenir quand même assez cher. Donc, l'IA commercial a aussi ce défaut-là, c'est qu'on peut commencer un projet en pensant que c'est gratuit puis ça ne le sera pas toujours. En IA open source et indépendante, c'est plus long, plus fastidieux, un peu comme le disait Paul, qui a travaillé avec des gens en informatique, faire de l'entraînement soi-même. On a un contrôle qui est plus poussé. Par contre, ça prend du temps, des fois des ressources, mais il y a la possibilité que ce soit plus éthique, qu'on ait plus de liberté parce qu'on comprend la machine qu'on est en train de monter et on a potentiellement plus de contrôle. Ça a le défaut de ne pas être entraîné sur autant de choses que les gros modèles comme les LLM connus, là, ChatGPT et compagnie. Et donc, ça fait en sorte qu'on n'a pas autant de références qui peuvent servir à créer du contenu, mais en même temps, on se rend compte que des fois, pour certaines tâches, les petits modèles font vraiment mieux le travail que des gros modèles qui ne sont pas spécialisés, justement. Donc, j'ai pas de réponse claire quand les gens me demandent l'un ou l'autre. Je pense que ça dépend vraiment de la posture éthique, du temps qu'on a, des budgets qu'on a et des compétences techniques qui sont quand même un gros frein aussi, les compétences techniques à des modèles plus indépendants. La création vidéo, je serais curieux de savoir si, Caroline, tu expérimentes ces mêmes enjeux-là, mais j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit que la frustration de travailler par petites séquences très courtes rendait ça des fois complexe, en particulier dans des approches peut-être plus cinématographiques ou vidéo narratives plus longues, que ben, garder une continuité si pardon, en arrimant plusieurs séquences ensemble, le personnage a l'air d'avoir été un petit peu modifié d'une séquence à l'autre. Ça exige de toujours venir comme arranger ce qui a été comme
malencontreusement modifié d'une séquence à l'autre. Donc, pour la cohérence, des fois esthétique, c'était un enjeu que plusieurs ont nommé. Je me suis rendu compte qu'il y a des tâches qui étaient vraiment plus intéressantes. On a eu une cinéaste qui a créé des shots comme si c'était filmé par drone au-dessus de camps de réfugiés dans des pays en guerre. Donc là, ça devenait intéressant parce que l'aspect juste réaliste de pouvoir aller dans ces pays-là, filmer les autorisations, les risques, toute l'équipe, les frais que ça aurait engendré versus pouvoir générer ce genre d'image-là vue de haut, ben, ça facilitait le travail pour ce type de séquence-là, par exemple. Donc, c'est des cas de figure où il y a des bouts du film qui sont très faciles à faire par IA et qui valent vraiment la peine par rapport au coût financier de produire une vraie production cinématographique traditionnelle. Pour d'autres séquences beaucoup plus complexes, euh, on a testé filmer des personnages avec un fond vert puis essayer de faire créer le background avec l'IA. Ça fonctionne vraiment moyen. C'est beaucoup de travail si on veut arriver à des résultats convaincants. Donc, je dirais que c'est pas l'avenue la plus prometteuse, l'idée de faire des longs métrages complets avec l'IA en ce moment, mais clairement, pour certaines tâches, ça peut ajouter des choses. Euh, donc, produire du texte avec un robot conversationnel où il y a plusieurs termes là. L'IA, c'est un terme fourre-tout. Je ne vais pas entrer dans un grand truc de définition, mais donc les robots conversationnels ou l'IA générative de type Large Language Model ou grand modèle de langage, là, c'est qui est le plus connu, là, c'est-à-dire les chats GPT de ce monde, Mistral, qui est un équivalent français. Claude, Gemini ou DeepSeek qui est chinois. Donc, tous ces outils-là reposent sur une certaine importance du prompt, donc la commande qu'on lui donne, ce qu'on appelle maintenant la promptogénie ou en anglais le prompt engineering. C'est la technique pour arriver à avoir le meilleur prompt possible pour obtenir le résultat qu'on cherche. Il y a l'importance du système prompt. Là, ça dépend des outils. Il y a des outils où il y a clairement un endroit dans l'application où on peut changer le système prompt. Il y en a d'autres où il faut juste le donner dans la discussion carrément, le système prompt. Le système prompt, c'est un peu le micro-programme qui dit comment doit se comporter l'agent conversationnel avec qui on chatte. Par exemple, j'ai fait des tests, réponds-moi comme si c'était un schtroumpf, puis il me répondait toujours en mettant le mot schtroumpf, puis schtroumpfé un peu partout dans ses phrases. Fait que c'est un peu la personnalité ou le persona qu'on veut que le LLM ait quand il parle avec nous ou qu'il produit du texte pour nous. De façon générale, il y a une importance du contexte pour obtenir des résultats. Donc, le qui, quoi, comment, pourquoi. Donc, qui est-ce qui parle ou qui est-ce qui écrit, qu'est-ce qui doit être écrit, de quelle manière, pourquoi, dans quel style, etc. Pour influencer tout ça, on peut utiliser évidemment à la fois le système prompt et les prompts par occurrence. Souvent, ce qui marche mal, c'est des tâches trop complexes qu'on découpe pas. Donc, de dire écris-moi un roman, le roman ne sera pas intéressant. Si on dit trouve-moi d'abord une idée de roman, ensuite fais-moi un plan du roman, ensuite fais-moi un premier personnage, puis ensuite un deuxième personnage, puis OK, maintenant j'ai tout ça, crée le premier chapitre. Puis y aller par étapes facilite souvent le travail, alors que d'arriver d'emblée avec je veux un roman, c'est pas les résultats les plus intéressants quand on arrive avec une trop grosse tâche. Ce qu'on peut influencer pour pouvoir orienter ce qu'on produit avec un LLM, ben, c'est à la fois la personnalité, le style, le rôle. On peut lui dire, ben, tu es un critique littéraire, peux-tu réviser mon texte, par exemple. Donc là, il va incarner ce rôle-là, jouer le rôle et vraiment venir nous faire des critiques dans ce sens de je suis un critique littéraire. Les thèmes qu'il va aborder, les contraintes créatives, les façons qu'il a de nous répondre. On peut lui dire d'être très agressif ou très poli, ou etc. Donc, on peut jouer sur sa personnalité, sur comment on veut qu'il nous réponde, et le LLM, en général, joue le jeu. Sous toute réserve, là, en fonction des biais et stéréotypes, il y a aussi des outils qui sont bloqués, là, à part Grok. Les autres ont des outils où, pour pas que ça dérape vers des trucs violents, dangereux, pornographiques ou autres. Donc, il y a des limitations là, dans la plupart des outils. Mais sinon, à part ça, l'idée, c'est qu'on peut vraiment donner une attitude ou un comportement qu'on veut que l'outil ait dans notre discussion et dans ce qu'il produit. Ce qui marche bien, c'est de donner des exemples, soit de nos œuvres ou de ce qu'on cherche à obtenir. C'est beaucoup plus facile d'avoir des exemples précis que de dire je veux tel style. Si je dis je veux tel style, ça peut marcher, mais peut-être pas comme je le veux. Alors que si j'ai déjà un texte à lui montrer, un peu comme Paul a fait avec son travail, de dire voici mes livres, voici comment j'écris. À partir de ça, je voudrais écrire un livre, mais sur tel autre thème. Peux-tu m'aider, par exemple? Donc, tout ce qu'on lui donne pour le nourrir va aider à ce qu'il nous réponde un peu mieux.
Euh, j'ai prévu pas mal d'affaires, je pense. Écrire du code avec l'IA, il y a un avantage et un désavantage, une liste d'avantages et de désavantages. Personnellement, j'ai commencé à l'utiliser un peu parce que je me rends compte que j'ai des bases en HTML, CSS, JavaScript, mais j'ai pas un si bon niveau et ça me permet que je peux trouver des trucs que j'arriverais pas à faire tout seul. Donc, comme le code, c'est un langage très carré par rapport à une langue humaine qui a plus de subtilité, le code informatique est plus carré, donc l'IA le maîtrise assez bien. Ça permet d'avoir de l'aide, c'est un peu comme un assistant qui peut nous aider à coder notre site web ou notre œuvre interactive avec un minimum de connaissances. Évidemment, il y a toute la tendance qu'on appelle le vibe coding, donc de coder juste en je veux telle ambiance, je veux que ça fasse ça, mais sans rien coder soi-même. Ça a ses limites. Je dirais que c'est pas idéal pour tout coder si on n'a vraiment aucune base, parce qu'il ne travaille pas bien nécessairement l'IA dans sa façon de coder. Pourquoi il ne travaille pas bien? Parce qu'il va faire du code compliqué, parce que, il n'y aura pas la clarté du code que je ne saurai pas où le code fait quoi, et donc retrouver pour déboguer, c'est un problème vraiment complexe. Euh, donc j'en appelle quand même à la prudence, mais ça vaut la peine si vous avez une petite base de programmation de le tester pour vous accompagner. C'est un bon assistant pour débloquer des fois des petits problèmes en programmation. Euh, En tout cas, ça permet de faire des prototypes, d'avoir une première version, quitte à le refaire coder avec quelqu'un qui a plus de compétences que vous, si jamais, une fois que vous avez à peu près une idée de ce que vous voulez faire, vous voulez le produire réellement. Pour les bases de programmation, il existe dans l'éditeur de code Visual Studio Code qui est gratuit, qui est quand même assez répandu. Il y a des plugins d'IA qui sont spécifiques. J'ai testé un peu là, GitHub Copilot et Windsurf. Le problème, c'est que c'est gratuit, mais très limité. Assez vite, il faut tomber dans le modèle payant. Je finis par utiliser surtout les LLM ordinaires, le chat GPT de base, puis juste lui copier-coller mes bouts de code, puis jaser avec. Ça fonctionne quand même. C'est juste que le plugin permet d'auto-compléter des bouts de code qu'on est en train de faire. Il va penser à ça risque d'être ça que tu essaies de faire à ta place. Un peu comme euh, l'outil pour auto-compléter du texte là, quand on tape puis qu'il nous suggère comment finir notre mot, par exemple. Donc, c'est un peu le même principe. Si vous débutez en programmation, il y a codepen.io qui est gratuit, qui permet de véritablement tester du code. Donc, si vous arrivez à trouver des bouts de code avec ChatGPT ou Mistral ou un autre, vous l'amenez dans votre façon de coder dans codepen.io. Et ce qui est intéressant dans cette plateforme-là, c'est que vous avez côte à côte le code et ce que ça fait à côté. Donc, vous voyez à mesure le résultat du code, puis s'il fonctionne ou pas. Donc, un outil gratuit qui est quand même intéressant pour tester l'IA pour coder des trucs de programmation. Un petit projet que je vous parle que j'ai vu passer, que je trouve quand même le fun, s'appelle Poetry Camera. C'est Kaylin, Caroline Zhang et Ryan Matter qui l'ont créé. Il y a eu une fabrication d'un certain nombre de caméras qui ont été créées, mais c'est déjà discontinué. Là, il y a sur GitHub les infos pour le construire soi-même si jamais vous avez une motivation à faire un petit projet de DIY. Le projet en soi est simple, c'est que la caméra prend une photo, l'envoie par Wi-Fi en ligne à une IA qui produit un court texte à partir de l'image. Donc, c'est une caméra qui produit du texte plutôt que de l'image, en fait. Vous n'aurez pas la photo que vous avez prise, vous aurez le texte qui sort de ce que vous avez pris en photo. Puis vous pouvez, là, je pense, régler quelques paramètres. Ça donne des choses comme ça. Donc, ça ressemble à des tickets caisse, là, une facture quand on achète de quoi au magasin. Et là, il y a différents types de textes qui peuvent sortir. Je pense qu'on peut orienter un peu le type de poème qu'on veut obtenir à partir de ça. Mais je trouve que ce qui est intéressant dans ce projet-là, d'une part, c'est qu'il il est en guillemets open source, c'est-à-dire que toute l'explication pour le fabriquer est en ligne disponible à tout le monde. Mais aussi, ça montre comment l'IA peut être intéressante pour passer d'un type de données à un autre type de données. Dans ce cas-là, passer d'une image à du texte et de l'automatiser. Évidemment, on peut se questionner sur la portée littéraire là, de ces textes-là, mais je trouve que pour conscientiser à comment fonctionne l'IA, comment fonctionne un travail à la fois sur réfléchir sur notre production d'images versus notre production de texte. En tout cas, entre autres dans les écoles, je pense qu'il y a des possibilités qui sont assez le fun. Donc, je trouve que ça illustre bien comment on peut penser autrement avec l'IA, penser à des projets qui ne sont pas juste ceux qu'on faisait déjà, mais aller ailleurs. Et c'est des cas de figure où je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire.
Mon outil préféré de la dernière année, c'est clairement Eleven Labs. J'en ai testé d'autres, là, puis c'est pas pour vous vendre l'outil. D'ailleurs, il est payant, je le trouve cher, mais c'est le meilleur que j'ai trouvé pour faire des clones de voix, pour faire des voix par IA qui sont vraiment bien fonctionnelles, mais qu'on peut aussi paramétrer avec beaucoup d'outils. Il y a des voix françaises et québécoises, donc déjà ça, c'est un gros, gros plus d'avoir ça dedans. Mais il y a aussi une multitude de voix dans plusieurs langues, donc c'est aussi intéressant de pouvoir jouer avec plusieurs affaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire de la voix rapidement, contrairement aux voix synthétiques anciennes. Vous pouvez cloner votre propre voix avec 30 minutes, 1 heure maximum, puis déjà vous avez quelque chose qui se tient à peu près, qui ressemble à votre voix, ou vous pouvez transposer votre débit avec une autre voix, vous changez de genre, par exemple, des choses comme ça. Donc, ça permet de contrôler à partir de votre propre voix une voix synthétique, dans le fond. Fait que là, il y a des applications intéressantes. Moi, j'ai travaillé dernièrement beaucoup en poésie sonore, mais je pense que des applications qui peuvent être faites, ce serait autant pour le conte, le spoken word, le théâtre, l'art sonore, l'art radiophonique. Il y a vraiment des choses où travailler la voix de façon assez intéressante, créer une multitude de personnages rapidement, ou juste avoir une idée de ce que donne une pièce de théâtre avant même de l'avoir montée, ben déjà, ça permet quand même de travailler des choses quand même le fun. Euh, la clonage de voix, c'est une chose, mais les voix dedans aussi sont quand même intéressantes aussi. Le contrôle ici, je vous ai mis un bout de capture d'écran de ce que je faisais dernièrement. Je travaille sur la déconstruction du langage, le bégaiement en poésie sonore. Puis ce qui est au début, c'est même pas mon vrai texte. En fait, c'est du faux texte que je mets pour que l'IA s'adapte à l'accent au départ. Puis ensuite, mon texte commence. Donc, après le long pause, là, c'est mon texte qui commence. Mais tout ce qui est en haut, j'avais mis des phrases, c'est juste pour qu'il pogne l'accent québécois parce que c'était une voix anglo que j'utilisais. Donc, ce qu'on demande crochet, c'est des précisions sur ce qu'il doit faire. Donc, soit lui indiquer quel accent ou comment on veut qu'il prononce ou qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse, faire un respire, crier, chuchoter, etc. Donc, ce contrôle-là marche pas toujours. Je ne vous dirais pas que ça marche à tout coup, mais ça permet quand même d'aller twister un petit peu pour que ce soit moins monotone. Je me rappelle là, les voix synthétiques qu'on avait il y a 15-20 ans. J'étais un peu des fois découragé de la monotonie. Et là, c'est l'inverse, là. Des fois, il va trop loin dans la théâtralité, je le ramène un peu, mais ça permet d'avoir un meilleur contrôle. Donc, pour le travail de la voix, je trouve que ça amène vraiment des choses super intéressantes. Dans les différents outils, on peut designer une voix juste à partir de prompt. Ça, j'avoue que je ne l'ai pas encore testé. Juste cloner puis utiliser les voix préexistantes. Déjà, il y a beaucoup de choses à faire. Mais à partir de prompts, si vous êtes assez habitué à faire des prompts, peut-être que vous allez arriver à des résultats assez intéressants. On peut remixer des voix. Il peut en créer à partir de 10 secondes d'audio. Celle-là, bon, je dirais pas qu'elle marche bien. Le clone de voix professionnel nécessite au moins une demi-heure d'audio pour à peu près bien marcher. Mais déjà, il y a quand même une très grosse différence, là. On s'approche de quelque chose qui peut fonctionner. Et comme je le disais, on peut lui indiquer l'accent et la langue. Donc, même un modèle dans une autre langue, on peut essayer de le faire shifter. Des fois, ça ne marche pas, là. Je travaillais récemment avec Marc-Antoine Coffaneuf, qui est en résidence à Asparabol. Il essayait de faire une voix québécoise, puis au début, c'était pas québécois du tout. Ça oscillait entre trop anglo ou trop français. Puis à un moment donné, je sais pas, à force de travailler, ça a fini par débloquer, là. Mais il y a- il y a un point de bascule à trouver pour que la voix pogne l'accent qu'on essaie d'avoir. Donc, voilà, pour la question de la voix, je pense que ça, c'est un beau développement de l'IA, où je suis moins déçu peut-être aussi que ce que j'ai pu voir en musique. Puis, dans certains cas, l'image, j'avoue que j'ai pas une démarche autant poussée en termes d'art numérique que Caroline George. Donc, euh, mes résultats premiers sont pas aussi vite intéressants, je pense. Alors que là, avec la voix, clairement, j'ai trouvé que j'arrive à faire quelque chose que je faisais pas avant l'IA. Bon, on est proche de la fin. Je vais essayer de pas tout vous balancer d'un coup. Générer des images, quelques petits cues de ce que j'ai pu constater. Si on utilise le texte à image, ensuite, ça vaut la peine de peaufiner et de faire de l'image à image, donc de reprendre ce qui nous a produit comme image, puis de renvoyer en disant reprends cette image-là, mais modifie telle chose. Ça va pousser beaucoup plus loin que juste retravailler le prompt écrit. Je trouve qu'assez vite, les résultats ont l'air de débloquer. Ça va encore mieux si vous partez de vos images ou d'images promptées que vous retravaillez, parce que là, vous orientez encore plus ce que vous lui donnez comme référence, en fait.
Pour les vidéos, ce qui marche bien pour assez vite avoir des résultats, c'est souvent de créer des images fixes avant de passer en vidéo. Parce que passer directement en vidéo, il y a tellement de paramètres que si votre personnage ou votre background n'est pas encore fixé, ben, vous travaillez à la fois sur le personnage, la découpe du montage, les mouvements de caméra, il y a beaucoup de choses à penser. Donc, je me rendais compte que souvent, de passer par des images fixes avant de commencer à travailler la vidéo permettait d'accélérer un petit peu le workflow de travail. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai peut-être prévu un peu trop d'affaires. Je vais laisser le temps peut-être pour discussion et questions. Donc, voilà. Ben, merci Yann. Wow. Pour, euh, pour quelqu'un d'obsolète comme moi, c'est beaucoup. C'est comme... Puis ben, je trouve ça... t'es vraiment, t'es vraiment comme un super spécialiste vraiment de comment appliquer toutes ces choses-là. La question que je te poserais, ce serait... On sait tous, j'ai oublié qui a dit ça, là, mais on dit comment est-ce que les outils transforment les créateurs, que la technique qu'on utilise, ça nous transforme. Alors toi, tu es clairement devenu un spécialiste. Tu es comme un spécialiste prompter de IA. Et tu connais vraiment comme tous les outils, les façons de faire, mais dans ta pratique à toi personnelle, comment est-ce que toute cette technique-là, ce qui veut dire c'est une technique qui, tu sais, qui se transforme à chaque année, à chaque semaine, quasiment ça devient le plus performatif. Alors comment ça a changé ton cerveau et ta pratique, la nouvelle technique? Ben, ce qui est drôle, c'est que je pense que plus je comprends, que je vois comment fonctionne l'IA, plus je m'en méfie aussi, d'une certaine façon. Je retourne régulièrement travailler avec un stylo sur papier, là. Il y a comme euh, une écœurantite par moment qui apparaît. Et, et parce que des fois, je me rends compte que j'ai essayé de faire des choses par l'IA et que ça prenait plus de temps que de le faire moi-même. J'écris encore mes textes moi-même, mais je vais par exemple lui dire, peux-tu me réviser puis revoir ma syntaxe parce que mes phrases sont longues, puis... mais tout produire par l'IA, les textes tout faits, qu'on n'a rien écrit, qu'on a juste prompté, en général, ça donne des styles un peu plates. Donc, je me suis vite tanné, en fait. Euh, et je vois aussi comment, puis ça, c'est des questions que j'aurais aimé aborder, mais que j'avais beaucoup de choses. Euh, les questions éthiques et de questionnement sur l'impact que ça a, environnemental, social. Je veux dire, il y a tout le cheap labor qui permet que dans le tiers-monde, il y a des gens payés à s'assurer que l'IA va pas nous montrer des trucs trop violents ou de la pornographie juvénile. Ben, il y a des gens payés à journée longue à regarder des trucs qui n'ont pas de maudit bon sens, puis qui sont en syndrome de stress post-traumatique, pour que l'IA soit filtrée, pour que nous, notre expérience client, elle soit super. Fait il y a quand même des choses derrière l'IA qui posent des vrais problèmes. Euh, les ressources, puis les serveurs, puis tout ça qui sont nécessaires, ça démultiplie ce qui était déjà en train d'augmenter, entre autres avec le streaming, mais que là, l'IA continue à augmenter les ressources nécessaires. Les gens qui, au lieu de faire une recherche Google, vont sur ChatGPT, ça prend quand même plus de ressources qu'une simple recherche, quoique Google commence à avoir de l'IA. En tout cas, grosso modo, quand on commence à augmenter notre usage des ressources pour à peu près tout, pour des trucs qui ne nécessitent pas toujours de l'IA. Et c'est là où euh, ce que ça change, moi, dans ma vie, c'est de réaliser que les grosses IA ne sont pas toujours nécessaires et que des fois, les petites IA fonctionnent vraiment très bien avec beaucoup moins de ressources. C'est d'ailleurs le pari de DeepSeek en Chine, c'est qu'il n'y avait pas de moyens pour challenger la Silicon Valley, donc ils ont fait DeepSeek avec beaucoup plus d'efficacité énergétique parce qu'ils n'ont pas les moyens, tout simplement. Mais ça fait en sorte que ben il y a un truc plus efficace, en fait. À avoir peu de moyens, on trouve des solutions. Et donc, les grosses IA ont aussi ce défaut-là en ce moment de prendre beaucoup de ressources. Euh, mais après, il y a aussi... faut toujours comparer, là. J'avais vu d'autres recherches qui disaient, ben, un écrivain qui passe tant d'heures à écrire un texte, ben, finalement, ça prend énormément de ressources aussi parce qu'il y a plein d'affaires qu'on oublie que ça compte dans le processus. Fait que c'est quand même complexe, là, comment ça évolue. Mais je pense que ce que ça change, c'est je questionne beaucoup d'où viennent les choses maintenant. J'ai un regard plus allumé à regarder comment c'est fait et me questionner est-ce que ça valait la peine. Si ça paraît que c'est fait de l'IA, est-ce que ça valait la peine de le faire en IA? Et quand oui, ça vaut la peine, tant mieux. Mais il y a des cas où on peut se questionner, là. Si c'est mal fait avec l'IA, j'aurais préféré un dessin bien fait à la main, tant que ça. Fait qu'il y a comme cette espèce de changement, peut-être une illusion d'accessibilité à tout le monde, alors que non, la création va continuer d'être mieux faite par les gens qui ont des compétences aussi, là, clairement.
Wow. Bon, mais merci pour ce survol des technologies de base disponibles quand même. C'est intéressant. Alors, ben écoutez, ça fait beaucoup d'échanges, beaucoup d'idées qui ont été exposées sur la table. On n'a pas fini d'explorer les technologies, ça c'est sûr, l'intelligence artificielle, euh, puis de voir des réalisations à la fois brouillonnes et des réalisations à la fois magnifiques. Alors, je pense que la table est mise pour un beau maelstrom de production. Alors, on voit l'abondance, notamment, qui effectivement peut être un problème, parce que si on génère à l'infini, on peut générer 1 million de, de projets. D'ailleurs, je mentionnerai, on a présenté à Topo l'œuvre d'un programmeur de longue date proche de Topo. Et il a programmé il a programmé un logiciel de dessin automatique qui dessine des paysages, qui dessine euh, qui dessine des paysages, en fait. Et il a parti le compteur, il a détruit 1 million d'œuvres. C'est quelqu'un qui s'est tellement, comme programmeur, il a assisté à tellement à la disparition de tellement de technologies à cause des changements technologiques. Alors, plusieurs de ces logiciels ne fonctionnent plus non plus. Et il a programmé ce logiciel de dessin et il l'a programmé pour que à chaque fois, le logiciel générait une œuvre pendant une fraction, une seconde et quelques. Et au bout de 2 semaines, ben, il avait détruit 1 million d'œuvres. Alors, l'œuvre apparaissait à l'écran et Shung se shrinkait jusqu'à aller dans une poubelle et le système générait une nouvelle image. Alors, c'est un peu le problème du génératif absolu, perpétuel, euh, qui nous, euh, euh, qui nous condamne vers l'avant, l'accumulation et les gigacentres de données pour conserver tout notre beau matériel. Ben, merci Caroline Georges, merci Paul Bossé, merci Yann Saint-Onge, ainsi que tous les gens qui ont participé à ce webinaire. On se revoit mercredi prochain. Merci beaucoup tout le monde.